OK. Alors Michel, par contre, ton micro est coupé. Alors attends, je vais te le il faut que tu Voilà, ça y est. Donc bonsoir Loïc, bonsoir à toutes et à tous. Alors je suis ravie d'être avec vous ce soir et en fait j'ai le grand honneur d'interviewer Loïc Sallet que j'ai connu il y a quelques années par un ami qui m'avait dit il y a un jeune homme là qui a monté un truc, qui a créé son système qui est pas mal, tu devrais le contacter. Et c'est comme ça que j'ai connu Loïc. Et donc, petit à petit, j'ai trouvé que son histoire était assez inspirante. Et ce soir, j'ai souhaité lui poser quelques questions et qu'il nous explique vraiment sa passion et sa vision des choses quant à l'eau. Donc, ce qu'il a accepté avec plaisir, je pense. Et donc, tout au long de cette interview, vous aurez la possibilité, comme je vous le disais tout à l'heure, de poser des questions dans le chat. Je les poserai au fur et à mesure. Et puis, de toute façon, on y répondra. Loïc y répondra en fin d'interview. Donc, alors, Loïc, il y a quelques années que tu es dans l'eau déjà, tu as un grand parcours au niveau de cet élément qui est vraiment ta passion, tu en as fait ta passion. Donc, en quoi, Loïc, ton histoire a-t-elle été déterminante dans le choix de ton métier? Eh bien, il se trouve que je ne sais pas si c'est, le hasard ou pas, mais quand j'étais, petit, en fait, derrière chez moi, j'ai grandi, toute mon enfance avec, des cou 2 cours d'eau, en fait, derrière chez moi et 2 cours d'eau qui se croisaient. Donc j'ai passé une bonne partie de mon temps à jouer dans la rivière, dans l'eau, à faire des barrages et à regarder l'eau, démolir les barrages, et à fabriquer après par la suite des radeaux, ce qui m'a beaucoup amusé, et, notamment quand il y avait des inondations dans les champs et même dans la cave de la maison. Donc effectivement, j'ai une enfance animée par l'eau et aussi à l'étang de mon grand-père. Mon grand-père avait un étang et donc on y passait aussi pas mal de temps en été, c'est sûr. Et en fait, c'est venu, un peu plus tard comme une évidence, quand je me suis intéressé aux différentes thérapies alternatives, les huiles essentielles, les massages et tout ce qui est lié aussi, à la bioénergie. Et bien là, j'ai découvert les recherches de Marcel Violet sur la biodynamisation de l'eau. Marcel Violet qui était un des pères en fait de la biodynamisation de l'eau en France dans les années entre les années 30 et les années, 80, on va dire. Et sa conférence audio, qui est donc encore accessible, pour moi, ça a été une vraie révélation où, parce qu'il faisait état à l'époque de ses découvertes et des expériences concrètes qu'il avait pu mener à la fois sur lui-même, sur d'autres personnes, et puis également sur des animaux et sur des végétaux. Donc l'aspect aussi concret de ces recherches et de ces expérimentations faites par un ingénieur des arts et métiers qui était Marcel Violet, ça m'a extraordinairement passionné. Et donc là, ça a été une évidence, une révélation pour moi qu'il fallait absolument que je transmette ce message-là au plus grand nombre. Et donc ça, c'était un peu le point de départ, on va dire, véritablement des films au départ, et puis de tout ce qui a suivi. Ok, donc ça fait partie d'un moment clé de ta vie, ça a été le déclic qui t'a dit, je veux faire ce métier-là, je veux travailler Exactement. avec l'eau. Exactement. L'idée principale et première, en fait, c'était de diffuser le message, de diffuser l'information que, en fait, un peu comme une évidence, eh bien, notre corps étant constitué en majorité d'eau, 70 à 80 pour sa masse, 99 ou plus en nombre de molécules, et quand on approfondit encore, eh bien, on s'aperçoit qu'il y a 4 éléments et que l'eau est un élément fondamental au même titre que les 3 autres, et que donc agir sur un de ces éléments, eh bien, c'est agir sur des bases et des structures fondamentales de l'organisme. Pour moi, c'était comme une évidence que l'eau pouvait être un vecteur de santé à partir du moment où l'eau que nous utilisions, consommions, etc., au quotidien, avait des propriétés particulières, ce qu'a montré Marcel Violet. Très bien. Donc, c'est vraiment un métier passion. Alors, si je te demandais de définir, Loïc, ton métier en 15 secondes, qu'est-ce que tu nous dirais? En 15 secondes, Oui. En 15 secondes, je dirais que mon métier, c'est d'éveiller la conscience, du monde aux caractéristiques, qu'on peut qualifier vitales de l'eau,
et d'amener toute la possibilité de voir le potentiel existant à travers cet élément-là. Voilà mon métier. Très bien. Est-ce que tu incarnes dans ta vie ce que tu enseignes? Ce que tu enseignes, parmi tes nombreuses conférences, est-ce que tu incarnes tout cela? Ah ben, je vais commencer par boire un petit peu d'eau alors, hein, si c'est ça, ça tombe bien. J'ai une bouteille d'eau dynamisée juste à côté de moi, hein, voilà. Donc voilà, la réponse est en image. Évidemment, j'ai commencé par moi avant tout parce que quand j'ai eu connaissance des travaux de Marcel Violet à l'époque, c'était dans les années donc 2007, j'étais extraordinairement étonné d'écouter tout ce que Marcel Violet racontait et les expériences qu'il avait faites. Et j'étais encore plus étonné de ne jamais avoir entendu parler de ça. Et la première chose que je me suis dit, c'est que si c'était vrai, déjà, il fallait que j'expérimente par moi-même pour constater et puis pour vérifier ce que Marcel Violet avait fait lui-même. Donc, effectivement, j'ai commencé par reproduire des expérimentations et par boire de l'eau et dynamiser de l'eau. Voilà, déjà, ça c'était le point de départ, hein, c'est clair. L'eau qui guide ta vie tout au long de ton parcours. Donc, si, quels sont les 2 conseils que tu aurais aimé qu'on te donne quand tu as démarré? Les conseils que j'aurais aimé qu'on me donne, ça c'est une bonne question. Je ne sais pas si j'aurais aimé qu'on me donne des conseils parce que les conseils c'est toujours relatif. C'est pas évident de donner des conseils et il faut vraiment que pour que le conseil entre guillemets soit bon, que la personne soit totalement détachée C'est de ça. l'attente qu'elle peut avoir vis-à-vis du conseil qu'elle donne. Donc ça, c'est pas évident déjà. Et bon, après, je dirais le conseil que j'aurais aimé, c'est oui, bah, peut-être, expérimente, mais c'est ce que j'ai fait. Donc enfin, pour moi, c'est la voie, hein, au-delà de tout ce qui est transmis. Et d'ailleurs, c'est ce que j'ai transmis à travers toutes mes conférences tout le temps. C'est que c'est bien d'écouter, c'est bien de recevoir de l'information, mais quelque part, j'ai envie de dire, ne croyez peut-être pas toute cette information-là sans l'avoir validée par vous-même. C'était d'ailleurs ce que disait Gautama, le Bouddha lui-même. Ne croyez pas toutes les théories anciennes, ne croyez pas les prêtres et les enseignants, mais ce que vous aurez pu expérimenter par vous-même et alors, au regard de cette expérience-là que vous aurez pu valider comme étant véritable pour vous, alors dans ces cas-là, conformez-vous à cela et pratiquez-le. Voilà, pour moi, ça c'est un conseil, oui, effectivement, que je trouve tout à fait juste. Ouais. Un conseil très avisé. Oui. OK, très bien. Alors, ça fait des années que tu es dans le secteur, hein, de l'eau, comme on le disait tout à l'heure. Comment as-tu vu évoluer ce métier au fur et à mesure de ces années que tu as passées dans ce secteur-là? Bah, effectivement, il y a un peu plus de 10 ans, c'est vrai que le domaine de la dynamisation de l'eau était quand même, on peut dire connu par certains et des initiés, mais enfin quand même assez peu répandu finalement. Et la filtration de l'eau, c'était quand même un petit peu pareil aussi, hormis peut-être, les fameuses carafes filtrantes, Brita qui étaient vendues et qui le sont encore dans les supermarchés. Mais je veux dire, parler de filtration de l'eau semblait pas tout de suite une évidence et la dynamisation, c'était très, très peu connu. Et c'est clair que un peu plus de 10 ans plus tard, bah, j'ai vu fleurir au fur et à mesure du temps, des systèmes, des nouvelles personnes intéressées évidemment par ces thématiques-là, des chercheurs, des personnes qui sont devenues vraiment des passionnés de ça, des nouvelles expérimentations et des nouvelles analyses, observations, découvertes autour de l'eau et de cette dimension-là. Et clairement, pour moi, ce qui est une évidence aujourd'hui encore, c'est qu'on est très loin de connaître toutes les possibilités, les potentiels qu'a l'eau dans sa capacité à intégrer de l'information, à transporter de l'information et à permettre des transformations profondes de la matière à travers des niveaux énergétiques sur lesquels on peut agir donc dans l'eau. Et ça, on est très loin de comprendre encore tous ces mécanismes-là et de savoir les mettre en action véritablement. Et que ça soit d'ailleurs dans le domaine de la santé ou de premier abord, ça peut paraître plus évident parce qu'effectivement,
on peut venir à la filtration, à la vitalisation de l'eau pour la santé, mais il y a plein d'autres domaines, que ce soit la culture, l'agriculture, donc le végétal, que ce soit au niveau évidemment de l'animal aussi, mais dans toutes les utilisations en fait où on a de l'eau, c'est-à-dire énormément de domaines par ailleurs. Hein, on pourrait parler de la boulangerie, mais on pourrait parler aussi de tout ce qui est lié à l'agroalimentaire, mais aussi dans le domaine du nettoyage par exemple, etc. En fait, à l'heure actuelle, on n'utilise quasiment pas ou très très peu le potentiel de l'eau dans d'autres applications pour lesquelles l'eau est utilisée, voire est une substance quasiment majoritaire. Et ça, on est en fait à l'orée de découvrir, on commence à s'en apercevoir, mais de mettre en place des outils et des pratiques qui vont permettre de révolutionner des différents domaines en relation avec l'eau. Ça, c'est sûr. Il y a encore beaucoup à faire. Très bien, oui. Alors, quelle est selon toi la relation entre l'eau et la santé? Ah bah, la relation entre l'eau et la santé, pour moi, elle est juste évidente, hein. C'est ce que je disais au départ, hein. C'est la composition de l'organisme, hein. Pour sa masse, c'est-à-dire qu'en fait, si on regarde du point de vue, je pourrais dire physique, ce qui est le plus important dans le corps, c'est l'eau. Si on regarde du point de vue, chimique, moléculaire, bah, c'est l'eau aussi. Donc, c'est vrai que si on enlève toute l'humidité qu'il y a dans l'organisme, ce qui reste en termes de matière, hein, ça tient dans un dé à coudre, c'est un peu de poussière, hein, c'est quelques éléments minéraux. Donc, tout de suite, on peut comprendre le lien qu'il y a entre l'eau et l'organisme et donc la santé, hein, puisque la santé est directement liée à ça. Alors après, ce qui est peut-être moins évident à comprendre tout de suite, c'est que dans l'organisme, l'eau, elle n'est pas forcément véritablement liquide, même si quand on boit, il y a effectivement un peu d'eau liquide, mais il y a beaucoup d'eau liée et donc de l'eau qui est structurée, qui a une structure particulière. Et puis après, ce qu'on comprend peut-être pas toujours non plus, c'est le rôle exact de l'eau au sein de l'organisme, comment l'eau, doit fonctionner dans l'organisme, à quoi elle sert et c'est ça aussi ce qui permet de comprendre le lien qu'il y a avec, la santé. Une fois qu'on a compris ce que c'était que l'eau et à quoi elle sert dans le corps, bah, tout de suite, on comprend mieux pourquoi il est utile, d'avoir une eau de bonne qualité pour sa santé. Au-delà du fait que c'est l'élément majoritaire et c'est vrai, c'est une logique implacable et qui pour moi est vraiment, très importante parce que des éléments, il y en a que 4. Donc Mmh. on est vraiment sur des piliers, on est vraiment sur des bases et quand on touche à une base, c'est un peu comme toucher, aux fondations d'une habitation ou à ses murs, j'ai envie de dire. Si on touche les fondations, c'est toute la maison qui bouge. Donc rétablir un équilibre dans l'organisme à travers l'eau, c'est pour moi, c'est une évidence, c'est juste une logique, ouais. Oui, tout à fait. Et même, moi qui comme tu le sais, qui suis passionnée de supplémentation, si je me supplémente avec de l'eau, qui n'est pas filtrée, est-ce que j'ai la même intensité, la même potentialité, de l'effet du complément alimentaire, selon Alors, toi? que ça soit dans la prise des compléments alimentaires ou, Oui, et aussi de médicaments quels qu'ils soient, hein. On peut parler de médicaments, de remèdes naturels, à travers des plantes ou d'homéopathie ou autres, mais même d'ailleurs de remèdes, allopathiques, c'est pas ce que je prône, mais néanmoins, on peut se poser la question à quel point, l'eau joue un rôle important dans, un vecteur de transport de l'information, y compris de médicaments allopathiques dans l'organisme pour permettre à ce qui est bah, le travail que doit réaliser le complément ou la plante, etc. Et c'est une évidence que si on considère en fait, pour ça, bah, c'est nécessaire de comprendre le rôle de l'eau. Et le rôle de l'eau, bon, quand on dit je vais boire, je vais m'hydrater, avec ça, j'ai tout dit et j'ai rien dit. S'hydrater, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'à un moment donné, je vais permettre à l'eau de créer des échanges à l'intérieur de mon organisme. Et c'est ce point-là qui est souvent pas très bien compris ou pas très clair, c'est que on imagine que l'eau, elle passe, peut-être elle va nettoyer ou elle va rentrer dans des tissus et puis voilà. Mais en fait, ce qui est le plus important, c'est surtout ce qui va se produire à ce moment-là en termes d'échange. C'est-à-dire qu'il y a des interactions. Et ce sont les interactions que l'eau va permettre de créer avec l'ensemble des tissus, des cellules, etc., qui va jouer un rôle au sein de l'organisme. Et donc, bien évidemment, pour véhiculer un élément autre que liquide et ou mélangé à de l'eau, eh bien, c'est sûr que
plus l'eau va avoir un niveau, une aptitude, je dirais, à accepter, à absorber, ce qu'on va lui mettre avec, hein, le complément par exemple, et ben, plus ça va remplir sa fonction et ça, ce sont des réalités, physiques et chimiques dont on s'est aperçu quand on joue sur ces paramètres qu'on peut qualifier de vital ou de structure de l'eau, et bien qu'on permet à l'eau d'avoir une ouverture plus large, en tout cas une capacité en fait d'imprégnation de ce qu'on va lui mettre dedans plus importante, et donc une capacité aussi de restitution qui se situe à deux niveaux, hein. Il y a un niveau physique, bien évidemment, de restitution du complément, mais il y a aussi un niveau énergétique, un niveau vibratoire. C'est-à-dire que tout est à la fois corpusculaire et ondulatoire, et même un complément alimentaire a aussi une information quelque part qui est liée à la plante, ou etc. Et cette information-là, elle est vibratoire. Donc, plus l'eau est disponible pour intégrer ça, et mieux elle va pouvoir le restituer et aussi l'amplifier. Parce qu'il y a aussi un phénomène d'amplification. C'est ce qu'on observe à travers la vitalisation, la structuration de l'eau. C'est que non seulement ça permet d'intégrer de l'information, mais ça permet de pouvoir augmenter la diffusion de l'information. Donc évidemment que dans le cadre de la prise alors d'ailleurs, il y a les compléments alimentaires, mais on peut aussi, en parallèle, parler des thérapies, des pratiques thérapeutiques, quelles qu'elles soient, hein, que ce soit du massage ou des pratiques Mhm. énergétiques ou autres. Si on boit avant, pendant aussi, et aussi surtout après, donc avant et après. Avant, on va permettre déjà de remettre en mouvement aussi les différents flux énergétiques au sein de l'organisme, donc de mieux se préparer à recevoir quelque chose. Ça permettra que ce soit moins bloqué à certains endroits. Et derrière un soin, c'est le même principe. À partir du moment où il y a eu un travail de fait au niveau de l'organisme, que ce soit physique ou que ce soit énergétique, ça peut avoir créé à certains endroits des concrétions ou des points forts d'énergie à certains endroits qui vont pouvoir être fluidifiés, plus facilement assimilés au niveau de l'organisme. Donc, c'est très important à travers les différentes pratiques qu'on peut avoir de soins ou de santé autres que simplement l'eau elle-même. Ok, très bien. Alors, parle-moi, s'il te plaît, de la qualité de l'eau que nous allons boire au robinet et puis des eaux embouteillées. Alors, la qualité de l'eau qu'on boit au robinet, ben, elle est, elle est EDCH, comme, comme elle est qualifiée dans le monde moderne, c'est-à-dire c'est une eau destinée à la consommation humaine, hein. C'est comme ça qu'on la nomme maintenant. On la nomme plus eau potable, mais on la nomme EDCH. Ce qui effectivement est une appellation, un anacronyme qui est très bien trouvé, parce que quand on parlait d'eau potable, quelque part, à ce moment-là, on avait la prétention de dire que cette eau pouvait en fait quelque part être bonne pour l'organisme ou pour le vivant, pour l'humain, pour la santé. Or, étonnamment, ce terme d'eau potable a été transformé en eau qualifiée, en eau destinée à la consommation humaine. Donc ça veut dire que nous avons accès à une eau, à notre robinet, qui est destinée à nous pour pouvoir la boire, mais ce qui ne dit pas pour autant que cette eau-là est favorable à notre santé. Et c'est ce que cache ce terme-là, cet anacronyme, c'est-à-dire que, bah, avec tout ce qui est d'une part ajouté, hein, que ce soit le chlore ou d'autres traitements pour tenter de purifier l'eau d'autres problématiques, ou que ce soit ce qui est déjà présent dans l'eau, là où on va aller la capter en termes de pesticides, de résidus médicamenteux, de métaux lourds, d'hydrocarbures, etc., eh bien, il est clair que c'est loin d'être une évidence que l'eau soit favorable à la santé. Et c'est même une évidence que c'est plutôt l'inverse. C'est qu'on a une eau qui, de par tout ce qu'elle amène là en termes d'éléments synthétiques, hein, principalement, on va dégrader la santé tout simplement. Alors je prends l'exemple du chlore, qui est ce qui est le plus présent dans l'eau du réseau, d'autant plus pendant ces périodes de confinement où les quantités de chlore sont augmentées dans l'eau du réseau. Le chlore est prévu pour détruire les bactéries. Les bactéries, on en a des milliards dans l'organisme. Si elles sont là, c'est bien qu'il y ait une raison. Ne serait-ce que ça, voilà, quand on va détruire les bactéries et principalement au départ de la flore intestinale, quand on sait que l'intestin est notre deuxième cerveau, inévitablement, on crée
potentiellement et en fait, au fur et à mesure du temps, des déséquilibres dans l'organisme parce que ce qui est parfois aussi oublié, c'est que quand même l'eau est consommée au quotidien. Donc au quotidien, ça veut dire chaque jour et plusieurs fois par jour. Donc c'est pas comme si c'était quelque chose, voilà, comme je vais aller au restaurant, je vais manger quelque chose que j'ai pas l'habitude de manger. J'y vais, 1 fois tous les 15 jours, hein, ou tous les mois. Bon, même si j'ai dérivé un peu par rapport à ce qui est souhaitable pour la santé, c'est une fois, voilà, tous les mois. Mais l'eau, du robinet, elle est bue, ou l'eau tout court, elle est bue au quotidien, tous les jours, plusieurs fois par jour. Et donc là, il y a une réelle prise de conscience importante à faire et à avoir par rapport à ça, parce que bah, c'est un bien de consommation quotidienne. Et donc, ça veut dire que tous les jours, plusieurs fois par jour, je vais mettre dans mon organisme quelque chose qui bah, potentiellement ne lui correspond pas en termes de santé, de vitalité. Alors santé, c'est-à-dire que là, je fais plutôt appel aux critères, physico-chimiques de l'eau et donc la chimie de synthèse qu'on peut retrouver dans l'eau. Mais il y a aussi le critère énergétique qui est très important et qui est parfois ignoré ou mésestimé. Mais il est évident que quand une eau a parcouru, des kilomètres et des kilomètres dans des canalisations rectilignes à angle droit sous pression, elle n'a plus du tout les caractéristiques de l'eau qui a pu serpenter dans les cours d'eau, qui a pu passer à travers des strates rocheuses pour arriver jusqu'à une source avec des dynamiques tourbillonnaires et qui a une véritable, à ce moment-là, vitalité qu'elle va perdre quand elle passe dans tous ces réseaux de canalisation. Et donc ce deuxième point est un point fondamental et qui est également très important, peut-être même encore plus important que l'aspect physico-chimique, parce que ça vient toucher également toute notre sphère énergétique. Et donc, si j'affaiblis d'un côté la sphère énergétique et que je surcharge de l'autre côté l'organisme avec des molécules qui n'ont rien à y faire, que l'organisme va donc devoir évacuer, traiter, tout en sachant que ce qui permet également de traiter ces molécules-là dans l'organisme, c'est-à-dire de nettoyer le corps et de les évacuer, c'est l'eau également. Donc, elle devrait être de la meilleure qualité possible, justement pour pouvoir remplir cette fonction de nettoyage. Mais si déjà elle-même, quand elle arrive, elle n'a pas ce potentiel ni énergétique d'interaction pour aller chercher la nécessité de la molécule à faire ressortir et à évacuer de l'organisme, et qu'en plus de ça, elle est chargée elle-même par des substances non désirables pour la santé, eh ben on est vraiment dans le couplet qui fait que ce qui est consommé au quotidien va être plus défavorable que favorable. C'est pas tout de suite une évidence pour s'en apercevoir dans certains cas, parce qu'on peut avoir l'impression que l'eau qui nous est fournie, elle est bien contrôlée, elle est analysée. Mais en fait, ce qui est analysé, c'est une petite partie, ça représente 5 à 600 molécules hein, chimiques recherchées, alors que couramment on utilise en Europe plus de 100 000 molécules chimiques. Donc quand on nous dit c'est bien contrôlé, c'est analysé, en fait, c'est une toute petite partie de la réalité, de ce qui est utilisé en termes de molécules chimiques par rapport à, ben, en fait, beaucoup plus de molécules utilisées, mais qu'on ne va pas rechercher. Donc, si on ne les recherche pas, on ne les trouve pas, évidemment. Mais pourtant, ça n'empêche pas que sur des analyses autres et indépendantes qui ont été faites, ben, on s'est bien aperçu que oui, il y avait aussi des résidus médicamenteux. Il y avait aussi d'autres molécules chimiques d'hydrocarbures ou de détergents, etc., hein, puisqu'il y en a beaucoup, qui sont présentes quand même, et dans des proportions et des quantités qui sont parfois importantes, d'une part, et aussi dans les combinaisons que peuvent avoir ces molécules-là les unes entre les autres. C'est-à-dire qu'on connaît la nocivité d'une molécule prise à part, mais quand elle est couplée avec une autre, eh bien, des études ont montré, notamment sur les pesticides, que à partir de 3 molécules, on décuplé par 1000 les effets de ces molécules-là. Donc, même à des très faibles doses, ben, en fait, elles sont nocives pour l'organisme. Donc, même si on peut avoir l'idée parfois que oh, ben, c'est pas tellement problématique en fait cette qualité d'eau du réseau, quand on couple à la fois ces paramètres physiques, énergétiques et le fait que l'eau est consommée tous les jours et finalement toute la vie sur des longues périodes, donc là on peut comprendre mieux qu'effectivement bah, ça a un impact notoire sur l'organisme et sur la santé. Et je dirais et inversement, c'est-à-dire que
ce dont je me suis aperçu et ce dont s'aperçoivent beaucoup de personnes, c'est que du coup, quand on améliore ce paramètre-là de la qualité de l'eau, ben, on s'aperçoit qu'au niveau de la santé, ça résout différentes problématiques de pathologie ou autres, et on a un organisme en meilleure forme et qui récupère mieux, etc. Donc, c'est possible aussi de constater ce lien-là à travers le fait d'améliorer la qualité de l'eau. Ok, très bien. Alors, tu parles d'ingérer l'eau hein, là, mais en fait, quand tu te douches avec de l'eau du robinet, il me semble que les molécules chimiques, etc., passent encore plus vite dans ton organisme. Est-ce que c'est bien cela? Alors, elle passe pas peut-être plus vite, mais en tout cas, elle passe, de manière différente. C'est-à-dire que autant quand l'eau est bue, il peut y avoir un certain retraitement qui est fait dans les liquides, dans les sucs gastriques et autres, parce que chimiquement, il peut y avoir certaines, molécules, qui arrivent à être, détruites ou déstructurées en partie, et donc qui, quelque part, par cette, destruction, arrivent à être moins impactantes ou moins nocives pour l'organisme. Alors que c'est vrai qu'au cours d'une douche, il y a 2 phénomènes qui se produisent. Il y a un, l'inhalation, du chlore entre autres, mais pas que, ça peut être aussi des pesticides ou autres, enfin tout ce qui donc est volatile. Et puis il y a 2, l'imprégnation par la peau. Et c'est une donnée qui a été apportée par Nexus, magazine scientifique, et qui disait qu'on absorbait jusqu'à 600 fois plus ces molécules par la peau, dans le sens où effectivement, quand c'est absorbé au niveau de la peau, il n'y a pas de retraitement, il n'y a pas de barrière. Et donc là, oui, ça rentre directement au niveau de l'organisme. Donc c'est sûr que les utilisations de l'eau et l'importance que ça peut avoir sont à prendre en considération sur tout ce qui est de l'ordre de la boisson, de la préparation des aliments, la cuisine, etc. Évidemment, toutes les boissons chaudes et autres, et également les utilisations de corporelles, donc dans la salle de bain, la douche, le bain, etc. Et qui plus est pour des enfants ou des bébés, des nourrissons, parce que, par exemple, hein, la meilleure manière de réhydrater un bébé s'il est déshydraté, c'est de lui faire prendre un bain. On ne va pas pouvoir le faire boire beaucoup. Et comme les bébés, eux, n'ont pas une surface aussi importante que la nôtre de peau et qu'elle n'est pas plissée comme la nôtre qui est plus rétractée, l'absorption pour un bébé est beaucoup plus rapide. Donc là, par exemple, hein, c'est d'autant plus important encore pour les bébés, surtout que souvent on leur fait prendre des bains tous les jours. Donc, la qualité de l'eau dans ces cas-là est vraiment importante. Ça, c'est une évidence aussi, ouais. Donc, il y a un avantage à vieillir et avoir une peau qui plisse. Voilà, exactement. Vieillissons bien C'est et ça, tant mieux avec des rides. Ça c'est ça. protège. Mais cela dit, on s'aperçoit aussi que quand on boit une eau de meilleure qualité, en fait, déjà, naturellement, l'organisme a envie de boire plus parce qu'il ressent instinctivement, et ça, c'est vraiment une des observations peut-être qui est le plus reconnue et partagée par tout le monde pour les personnes qui se mettent à boire une eau de bonne qualité, c'est qu'il y a cet appel du corps, cette envie de boire naturellement plus. Et évidemment, quand on s'hydrate plus et surtout mieux, parce que l'eau a cette capacité de rentrer plus en contact avec les cellules et à l'intérieur des cellules, et donc d'hydrater mieux également, eh bien c'est sûr que on a moins de rides et on vieillit moins vite quelque part, dans le sens où, bah, comme on est mieux hydraté, et c'est vrai qu'on le sait, hein, on le voit, hein, sur les personnes âgées, en général, quand on dit que l'organisme est constitué de 70 à 80% d'eau, on parle de la masse. Pour un bébé, ça peut aller à 90% d'eau pour sa masse, et pour une personne âgée, ça peut être 65 à 60%. Donc, on perd naturellement aussi de l'eau en vieillissant, et ça contribue au vieillissement prématuré, ça contribue à la perte d'échange des flux dans l'organisme, et ce qui peut suivre avec. Donc, s'hydrater plus et mieux, c'est sûr que ça contribue également à être en meilleure forme et jeune plus longtemps. D'ailleurs, regardez-moi, j'ai 54 ans, hein, Ça se voit pas. je ne m'arrêterai pas, hein, mais Il y a Guy qui nous demande si l'eau du robinet est de meilleure qualité que celle en bouteille. si l'eau du robinet est de meilleure qualité que celle en bouteille, ben,
Oui et non. En fait, ça va dépendre, des paramètres, qu'on regarde. C'est-à-dire que, est-ce que l'eau du robinet de et puis ça dépend des endroits parce qu'il existe encore quelques communes, souvent quand même assez rares, mais il y en a quelques-unes, qui captent des eaux de source qui ne sont pas traitées, qui ne sont pas chlorées et qui ont accepté de prendre des maires qui ont accepté de prendre sur eux le fait de continuer de transmettre à leurs habitants qui s'en réjouissent une eau non chlorée parce que bah, elle est tout à fait sécurisée, il n'y a pas de bactéries ni quoi que ce soit, donc il n'y a pas nécessité du tout de mettre du chlore, ce qui la dégraderait. Donc il y a quelques villages assez rares, mais où on a des eaux qui sont d'assez bonne qualité entre le captage et le village, les points de distribution, il y a peu de canalisation, on peut avoir des eaux du réseau qui peuvent être d'assez bonne qualité, ce qu'on n'aura pas forcément dans des bouteilles qui ont passé des semaines empilées sur des palettes et en extérieur et en contact avec du plastique. Donc en fait, les problématiques sont pas les mêmes. C'est sûr qu'il y a aussi certains endroits où l'eau du réseau est extraordinairement dégradée, que ce soit par le chlore ou par tous les adjuvants, notamment bon, les pesticides entre autres, mais il y a des zones où il y a aussi des problématiques de selon quelle source d'eau on va capter. C'est-à-dire que des fois, on capte dans des sources, mais des fois, c'est des nappes phréatiques ou des fois, c'est dans des cours d'eau. Donc là, il va falloir retraiter l'eau dans les stations de traitement de l'eau et ça ne va pas être les mêmes types de traitement. Des fois, il y a beaucoup de matières organiques ou en suspension et pour pouvoir faire floculer ça, donc c'est-à-dire les faire tomber au fond de l'eau, ben, il va falloir utiliser des produits en plus. Donc là, évidemment, quand on ajoute une eau de surface, par exemple, qui déjà est souvent chargée beaucoup plus en pesticides ou en hydrocarbures ou en métaux lourds ou en résidus médicamenteux, plus ce qui va être ajouté pour tenter de faire disparaître ça, plus le chlore qui est ajouté pour éviter les problématiques bactériennes, on a des eaux de réseau des fois qui sont carrément imbuvables, hein, même je veux dire au niveau gustatif. Et là, on pourrait dire que l'eau en bouteille est de meilleure qualité. C'est d'ailleurs souvent pour ça que les consommateurs qui ont un doute sur la qualité de l'eau de leur réseau, ne serait-ce que par cet aspect juste gustatif, n'ont pas l'envie de la boire et donc instinctivement savent que ce n'est pas favorable pour leur organisme, se dirigent vers les eaux embouteillées. Mais au-delà du fait que est-ce que c'est mieux ou moins bien sur l'aspect, on peut dire, physico-chimique, sur l'aspect énergétique, ça se vaut parce que une eau qui a passé 15 jours dans une bouteille en plastique, elle est tout à fait pauvre hein, au niveau énergétique, donc elle va solliciter encore une fois l'organisme. Et puis au-delà de ça, bien évidemment, c'est la problématique du plastique sur notre planète. Et là, on sait que c'est un gros souci parce que non seulement on n'a pas véritablement les filières de retraitement adaptées et suffisamment performantes pour tout retraiter correctement, et en plus de ça, c'est pas du tout une solution viable écologiquement parlant, le plastique. Et d'ailleurs, ne serait-ce que pour fabriquer une bouteille en plastique elle-même, il faut déjà à peu près 7 litres d'eau pour fabriquer la bouteille, sans parler de l'eau qu'on va mettre dedans. C'est-à-dire que toute fabrication, toute production demande de l'eau, ce qu'on appelle l'eau virtuelle. Et alors, ce n'est pas la bouteille plastique qui consomme le plus, c'est plutôt, par exemple, la production de viande, la production animale, qui est vraiment au top de la consommation de l'eau. Pour obtenir 1 kilo de viande de bœuf, il faut l'équivalent de 15 000 litres d'eau. Donc, mais d'autres produits manufacturés, hein, si on prend les céréales ou même un pull, un t-shirt, peu importe, tout va demander de l'eau. Également, une bouteille plastique demande en moyenne 7 litres d'eau rien que pour la fabriquer. Donc, au-delà du fait que on redistribue le plastique sur la planète, ben, en plus de ça, on consomme en plus encore de l'eau pour embouteiller de l'eau. Donc, c'est une logique qui n'est pas écologique, en tout cas. C'est ça, un impact écologique très, très important, quoi. Oui. Très dommageable. Il y a Philippe qui nous dit: bizarre Loïc, dans mon village avec une eau de source, pour être aux normes, la commune est obligée de la traiter, chlore, etc. Ouais, c'est ce que disent c'est ce que dit l'ARS, hein, les agences régionales de santé, donc et de sécurité sanitaire, qui, qui sont assez virulentes dans certains cas pour obliger les maires à suivre ça.
Mais alors, j'ai pas non plus une connaissance très, très approfondie de la législation, par rapport à ça, parce que c'est quand même un peu spécifique. Mais pour avoir échangé avec, des maires qui n'ont pas suivi ces recommandations ou obligations, parce que je ne suis pas sûr que ça en soit, et qui continuent à transmettre l'eau, dans le village, légalement, puisque a priori c'est bien le cas. Je ne pense pas qu'il y ait une véritable obligation. C'est-à-dire que peut-être que la responsabilité à ce moment-là est transférée aux maires qui, pour le coup, dans ces villages-là, sont les gestionnaires de l'eau, donc prennent leur responsabilité de ça. Mais à partir du moment où des analyses sont faites et suffisamment fréquemment et montrent dans le temps qu'il n'y a aucune nuisance ou perturbation en premier lieu d'ordre bactérienne, hein, c'est ce qui est le plus problématique au départ pour les agences régionales de santé. Heureusement ou malheureusement, j'en sais rien, parce que s'ils s'intéressaient un petit peu plus aux résidus médicamenteux, aux pesticides et autres molécules, bah, peut-être que quelque part, ça soulèverait des vraies questions aussi, s'il n'y avait pas que la bactério. Mais en tout cas, il n'empêche que si les maires font ces analyses et prennent leurs responsabilités, il n'y a aucune raison de traiter l'eau et j'ai envie de dire, a priori, légalement, ils peuvent le faire. Très bien, merci pour ta réponse. Alors, en quoi la vitalisation de l'eau est-elle importante sur le système immunitaire, Loïc? Ben, en fait, alors pour préciser déjà ce terme qui en lui-même peut susciter des interrogations et qui, en fait on peut dire se découple ou se démultiplie en différents, autres termes, à savoir donc, dynamiser l'eau, vitaliser l'eau, énergétiser l'eau, structurer, informer, magnétiser, conscientiser, solariser et cetera. Il y a plein de termes existants pour qualifier ces actions qu'on peut avoir sur l'eau, actions qui sont liées donc soit à l'utilisation d'outils, soit à des techniques ou des pratiques particulières, dont l'idée sous-jacente est souvent la même, hein, c'est de favoriser les propriétés ou les qualités de l'eau qu'on peut qualifier de vitales, c'est-à-dire un peu l'équivalent de ce qu'on a dans une source dans la nature, hein, intuitivement ou instinctivement. Quand on va dans la nature à proximité d'une source, on s'aperçoit qu'il y a comme une activité de vie, de vitalité, qu'on peut voir ne serait-ce qu'à travers les végétaux, hein, les plantes qui sont autour. Et il y a donc cette idée-là, hein, et cette observation concrète que à ces endroits-là, là où la source va jaillir, eh bien, on a une action, une activité de l'eau particulière. Et donc, c'est ça qu'on va qualifier d'eau vitalisée ou d'eau énergétisée. Et en fait, effectivement, en observant eh bien, ces réalités des sources, et des sources également dites guérisseuses ou miraculeuses, puisque ça a fait l'objet d'énormément d'observations, de recherches, de publications aussi, et puis de création et de construction, hein. Si on prend par exemple les villes thermales et tout ce que ça comporte de construction autour des sources et de construction en termes de mouvement, de déplacement d'humains et à travers les siècles, hein, pour se rendre sur ces points particuliers dans lesquels on a des eaux particulières. Donc, que c'est lié à la fois aux minéraux de l'eau, mais également c'est lié aux propriétés de l'eau, à la dynamique de l'eau. Et puis, bien sûr, on peut aussi se poser la question de savoir si ça ne vient pas de l'environnement, du terrain, des strates rocheuses que l'eau a parcourues. Et où, quand on parle de sources aussi guérisseuses ou miraculeuses, on sait qu'il y a des rituels ou des croyances qui sont en lien avec ces sources-là. On est en droit aussi de se poser la question de quel est l'impact de ces rites, de ces croyances. Est-ce que ça a une action? Est-ce que c'est ce qui va faire que l'eau derrière est plus agissante ou non? Faut-il être véritablement croyant pour que ça fonctionne ou pas? Et tout ça, ce sont des vraies questions parce qu'il y a des vraies actions quand on expérimente. Et donc, ce sont des questions qui sont justifiées et des pratiques et des expérimentations qui sont justifiées, que chacun peut réaliser pour s'apercevoir et prendre conscience, d'une part, de cette réalité-là, qu'il est possible d'agir sur l'eau par soi-même, et d'autre part, que quand nous avons agi sur l'eau dans ces caractéristiques qu'on appelle de structuration de l'eau, eh bien, on obtient un résultat de structuration ou de vitalité de l'eau qui a un impact véritable et important sur l'organisme. Alors, qu'est-ce qui se passe à ce moment-là?
eh bien, ce qui se passe, c'est que nous allons restituer à l'eau des propriétés qui sont donc l'équivalent de ce qu'elle a dans une source, voire même de pouvoir augmenter ces propriétés-là. Alors, si je fais le parallèle avec des sources guérisseuses ou miraculeuses, pourquoi on les appelle guérisseuses ou miraculeuses? Ben, parce qu'elles ont des propriétés qui sont minérales ou autres, etc., liées au terrain. Et ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand ça arrive au niveau de l'organisme, eh bien, ça va créer des interactions particulières. Et principalement parce que quand on regarde par exemple au niveau des sources thermales, pour avoir donné des centaines de conférences dans les villes thermales, puisque là où j'habite, à Montluçon dans l'Allier, dans l'Auvergne et autour de chez moi, il y a 17 sources thermales, hein, donc Évaux-les-Bains, Néry-les-Bains, la Bourboule, le Mont d'Or, Vichy, Bourbon-l'Archambault, etc., etc. Et on s'aperçoit que les caractéristiques minérales de ces sources peuvent fluctuer, mais on s'aperçoit aussi que la compréhension qu'ont les médecins thermalistes de l'action des minéraux sur l'organisme n'est pas totalement claire, c'est-à-dire qu'on ne sait pas précisément dire si c'est tel ou tel minéral ou telle combinaison ou telle proportion qui vont avoir telle ou telle action sur l'organisme. Et on s'aperçoit aussi que différentes sources n'ayant pas les mêmes propriétés minérales ont pour autant des actions identiques sur certains niveaux de l'organisme ou sur certaines pathologies. Ça veut dire que ce n'est pas que ou uniquement l'action ou les caractéristiques physico-chimiques et donc minérales de l'eau qui ont une action. Il y a d'autres paramètres qui jouent et ce sont entre autres ces paramètres de structuration, de vitalisation, de dynamique de l'eau qu'on peut obtenir à travers, par exemple, le mouvement de la dynamique tourbillonnaire ou à travers d'autres outils énergétiques, de forme, par exemple, qui vont agir sur l'eau ou d'autres, on peut dire, supports qui émettent et que l'eau va capter. Et donc, tout ça, ça permet de conférer des propriétés particulières à l'eau. Et ces propriétés particulières, donc, elles vont quand même être nuancées, c'est-à-dire que je ne vais pas obtenir toujours les mêmes qualités ou les mêmes propriétés de l'eau en fonction des outils que je vais utiliser ou des pratiques que je vais avoir avec l'eau. C'est-à-dire aussi que je peux impulser dans l'eau des fréquences, par exemple, ou des nuances énergétiques particulières qui vont avoir des actions particulières sur l'organisme. En tout cas, ce qu'on peut dire, c'est que le fait de vitaliser de l'eau, on a une action sur un premier plan, un premier niveau, qui est un niveau, on peut dire, biologique. C'est-à-dire que, quelle que soit la technique ou la méthode, dans tous les cas, je vais avoir au moins un premier niveau d'action qui est l'action sur la biologie, c'est-à-dire je vais favoriser le fonctionnement de l'organisme du point de vue biologique. Sur une plante, par exemple, ça donne quoi? Ben, on augmente le développement racinaire. On augmente donc la force et la vitalité de la plante, la production végétale. On augmente du coup les propriétés nutritives de la plante parce qu'elle peut mieux capter dans le sol, elle a plus de minéraux, etc. Ben, dans nos organismes, on observe aussi ce même niveau qui est le niveau biologique, c'est-à-dire l'organisme va éliminer plus, il va éliminer plus facilement, il va se rééquilibrer à différents niveaux, au niveau de certains organes, au niveau de certaines tensions qu'on peut avoir, au niveau on pourrait dire, des encrassements qui sont liés à l'alimentation, à la sédentarité, etc., puisque l'eau va venir fluidifier aussi tout ça. Donc ça, ce premier niveau d'action, il est lié à la biologie et il est lié à cette qualité, ces propriétés qu'on peut donc indiquer comme étant vitales de l'eau, c'est-à-dire qu'elle remplit mieux ses fonctions d'interaction avec les différents niveaux de l'organisme. Et puis ensuite, il y a plein d'autres niveaux, il y a plein d'autres dimensions qu'on peut amener à travers l'eau. Et ça va dépendre des outils, ça va dépendre des caractéristiques de l'eau, d'où elle provient, ça va dépendre des techniques ou de ce qu'on a mis en mouvement, de comment on a démultiplié certaines techniques ou certains mouvements comme la dynamique tourbillonnaire. Et là, on va atteindre en fait différentes strates qu'on peut qualifier d'énergétiques ou de dimensions vibratoires et qui vont avoir des impacts plus ou moins profonds, plus ou moins importants, plus ou moins larges, plus ou moins ciblés sur l'organisme. Donc là, après, bon, pour détailler ou rentrer là-dedans, il faudrait aller plus loin pour définir aussi ces choses-là, quels outils on utilise et quel est l'impact, pourquoi il y a un impact, pourquoi ça entre en résonance avec l'organisme, de quelle manière. Bon, mais ça, c'est un détail qui peut demander beaucoup plus de temps. Mais voilà dans l'idée générale, de
qu'est-ce que fait l'eau dite vitalisée au sein de l'organisme. OK, très bien, merci. Alors, peux-tu nous parler, Loïc, s'il te plaît, du système de filtration que tu as mis au point, depuis, quelques années et qui évolue? Là, tu as sorti justement, une nouvelle gamme de produits et il y a Jackie tout à l'heure qui demandait à quel taux vibratoire était l'eau quand elle sortait justement de ton système de filtration? Alors, moi, ce que j'ai mis en place comme système, c'est inspiré de mon cheminement dans le domaine de l'eau. C'est-à-dire que, au départ, j'ai cherché bien sûr à comprendre, ce que c'était que l'eau, comment elle fonctionnait et en fait, assez rapidement, je me suis aperçu que l'eau faisait partie des 4 éléments et pourquoi je parle des 4 éléments et j'y reviens souvent parce que en fait, si je veux comprendre ce qu'est l'eau, si je ne vais pas voir du côté des autres éléments auxquels elle est totalement liée, et donc ces 4 éléments sont indissociables, c'est-à-dire que je ne peux pas dissocier l'élément eau de l'élément terre et de l'élément air et de l'élément feu, eh bien, quelque part, je ne saurais pas ce que c'est que l'eau si je ne sais pas ce que sont les autres éléments et leurs caractéristiques. Donc ça, c'est fondamentalement important. C'est-à-dire que si je veux avoir une action véritable, profonde et durable sur l'eau, il est nécessaire qu'à un moment donné, j'ai intégré la sphère en fait dans laquelle cet élément évolue et ce avec quoi elle est fondamentalement liée. Et fondamentalement liée, c'est-à-dire dans le sens indissociable. C'est-à-dire que je ne peux pas parler de l'eau et comprendre l'eau sans comprendre et parler des autres éléments. C'est vrai, ça va vraiment ensemble. C'est-à-dire que scientifiquement ou chimiquement parlant également, hein, si je reviens sur cette approche plus scientifique, l'eau à l'état pur, c'est-à-dire H2O tel quel, n'existe pas. C'est un concept scientifique, mais ça n'existe pas. On n'a pas d'eau toute seule à l'état pur qui serait détachée du reste. Ça n'existe pas. Donc, véritablement important de prendre en considération l'ensemble des éléments et l'environnement dans lequel se trouve l'eau. Et à partir du moment où il y a cette prise en considération et je dirais, ce cheminement-là, il y a une possibilité de mieux intégrer les différents niveaux d'action qu'il est possible d'avoir sur l'eau. Et c'est pour ça que le système que j'ai conçu, sur la partie vitalisation, il est basé sur ce cheminement à ces connaissances, basé sur le principe des 4 éléments. C'est pour ça qu'il y a 4 éléments dans la vitalisation du système amylo. Après, sur la partie filtration, je me suis basé sur des connaissances qui sont plus, je dirais, techniques et physico-chimiques, parce que la filtration, l'objectif, c'est que au départ, j'ai des molécules chimiques présentes dans l'eau. À la sortie du filtre, j'ai envie qu'elles n'y soient plus. Et ce que je vais souhaiter, c'est que j'ai pu retirer la totalité, ou je dirais la quasi-totalité, ou en tout cas plus de 99% de ce qui est présent, pour faire en sorte que, voilà, que ça ne vienne pas surcharger l'organisme. Donc là, c'est plutôt technique, en prenant en considération aussi le fait que, pour moi, ce qui est important dans la conception des outils, c'est que, un, les outils soient durables, et deux, n'asservissent pas celui qui les utilise. C'est-à-dire que moins il va y avoir de consommables, de maintenance ou quoi que ce soit, et pour moi, mieux c'est. Parce que j'estime qu'au-delà déjà, tout le monde devrait avoir accès à une eau de bonne qualité pour sa santé, mais au-delà de ça, moins je vais être asservi moi-même, c'est la voie que je suis, et plus je me sens léger et heureux. Donc évidemment, c'est ce que j'ai envie de proposer aussi, des outils où on a le moins voilà, de consommables, de manutention ou de SAV ou je ne sais quoi, mais voilà, à gérer derrière par la suite. Donc c'est pour ça d'ailleurs que là, j'ai choisi la filtration charbon, puisqu'en fait, le charbon est le support le plus utilisé à travers le monde pour purifier l'eau, tout simplement parce que, un, c'est très accessible, c'est peu coûteux, et puis deux, en fait, ça a une très bonne capacité, ça a un spectre d'action, de rétention qui est très large. Il y a quelques molécules qui sont moins bien retenues par le charbon que par des systèmes à membrane, par exemple, mais c'est peu, et c'est des molécules qui ne sont pas forcément très fréquentes, et où il y a certaines molécules particulières sur lesquelles le charbon a peut-être un peu moins d'action, comme des molécules organiques ou certains métaux, mais qui ne sont pas forcément non plus nocifs à des faibles doses pour l'organisme. Donc en fait, ce n'est pas gênant. Ça veut dire que quand on a une filtration basée sur du charbon et du charbon bloc,
donc compressée, compactée, hein, ça c'est aussi très important. On va avoir à la fois une filtration qui se base sur de la rétention par attraction, donc c'est des particules synthétiques qui viennent se coller sur le charbon, et on va avoir également une captation mécanique, c'est-à-dire qu'il y a des pores, il y a des trous, et les molécules vont se loger à l'intérieur. Et quand le charbon est compressé, eh bien, on atteint un niveau de finesse de filtration qui est très important et qui est largement suffisant par rapport aux problématiques qu'on peut rencontrer au niveau de l'eau du réseau notamment. Et donc, avec ça, on a dans le temps, on n'a pas la nécessité d'avoir des remplacements trop importants de cartouches. Donc ça, c'est bien également. Voilà. Donc après, je ne sais pas si tu veux que je détaille plus encore chacun de ces éléments-là ou pas, mais voilà, globalement, à quoi ça ressemble. Après, il y a des systèmes qui se mettent sur un point d'eau, sous l'évier, qui ont différentes configurations possibles. Il y a des systèmes qui se mettent au départ de l'eau dans l'habitation, différentes tailles. Donc, je dirais qu'après, il y a aussi des systèmes pour la douche. On peut trouver ce qui correspond en termes de budget, de qualité, d'attente, à peu près pour tout le monde, quoi, hein. Ok, très bien. Alors, dans ton système, justement, tu as souhaité en fait que le calcaire ne soit pas totalement réduit à néant. Tu as souhaité en fait le transformer en aragonite. Et pourquoi cela en fait? Alors, c'est vrai qu'il y a une problématique importante et connue, au niveau de l'eau du réseau, dans de nombreux départements en France, mais ailleurs aussi dans le monde, hein, qui est la problématique du calcaire, qui n'est pas tellement gênante par rapport à la santé, parce que le calcaire, c'est à la base du calcium, et c'est un des éléments que nous avons en plus grande quantité, notamment dans les os. C'est un métal, un métalloïde d'ailleurs, ça dit au passage. C'est toujours assez surprenant d'ailleurs quand Mm. on sait ça, et que en fait le calcium à la base, hein, ça ressemble à un métal qui est brillant, un peu comme de l'argent. C'est toujours étonnant, comme quoi les métaux ne sont pas forcément nocifs non plus, hein, ça dépend lesquels et dans quelles proportions. Et donc le calcium en soi pour l'organisme, pour la santé, n'est pas véritablement gênant, mais par contre pour tout ce qui est de la robinetterie, des tuyaux, des chauffe-eau, des sèche-linges, des lave-linges, etc., ça peut être dommageable, voire très dommageable, parce que au-delà du fait que ça génère des problématiques matérielles, ça génère aussi des surconsommations, par exemple d'énergie, d'électricité dans un chauffe-eau ou dans une chaudière, et ça oblige évidemment à déjà surconsommer des détergents, et puis également à surconsommer du matériel à un moment donné, à remplacer, que ce soit le chauffe-eau, la robinetterie, etc., tout le reste. Donc, c'est une problématique matérielle importante. C'est vrai que ce qui est majoritairement connu dans le traitement du calcaire, c'est ce qu'on appelle les adoucisseurs. Donc, pour faire une petite parenthèse sur un adoucisseur, c'est quoi? C'est un système en fait qui contient des résines, hein, c'est un bac qui contient des résines synthétiques. Et ces résines synthétiques sont des résines ioniques qui viennent en fait capter le calcium. Donc, elles vont se charger en calcium qui est présent dans l'eau. Et une fois que ces résines elles sont pleines, elles sont chargées, il faut les nettoyer. C'est pour ça qu'on va utiliser ce qu'on appelle une saumure, c'est-à-dire du sel mélangé à de l'eau. Et ce sel, ce sodium, va venir décharger la résine, enlever le calcium et rejeter tout ça à l'égout. Donc ça occasionne déjà une surconsommation d'eau importante. Et puis, on a une problématique qui est liée aux résines synthétiques utilisées, dans lesquelles on peut avoir des bactéries qui se logent, et le sodium qui sert à nettoyer ces résines, qui se retrouve à un moment donné présent dans les résines aussi, en faible quantité, mais quand même présente, et en permanence aussi. Et tout ça, ça fait que la consommation d'eau adoucie est fortement déconseillée pour la santé, évidemment. Alors certes, on a enlevé le calcium, donc on a retiré la problématique liée au calcaire, mais on a généré d'autres problèmes, à savoir ces problématiques que je viens d'exposer, de surconsommation d'eau, de sodium et de résine synthétique, etc. Et de maintenance aussi. Voilà. En sachant quand même que, en plus, c'est quand même assez important. C'est-à-dire qu'un adoucisseur, euh, c'est l'équivalent d'à peu près 20% en moyenne de surconsommation d'eau. C'est-à-dire un foyer de 4 personnes à l'année qui consomme 100 mètres cubes d'eau en moyenne va consommer 120 mètres cubes d'eau s'il utilise un adoucisseur.
Si on est à 3-4 euros le mètre cube, voilà, c'est 60, entre 60 et 100 euros de plus, par exemple, financièrement parlant. Au-delà du fait que c'est 20 mètres cubes d'eau qui sont rejetés dans la nature avec du sel, avec une quantité importante de sel, qui ne sont pas favorables non plus pour l'environnement. Et cette eau-là ne peut pas être bue. D'ailleurs, il est interdit dans les lieux qui reçoivent du public qui ont une eau adoucie, les points d'eau qui peuvent servir à la consommation humaine ne doivent pas être adoucis. C'est interdit par la loi. Quand on installe un adoucisseur chez soi, si votre installateur est bien informé, tant mieux pour vous, mais sinon, vous allez boire de l'eau adoucie sans savoir que c'est mauvais pour votre santé. C'est une réalité aussi. Et en fait, nous, on s'est aperçu que quand on redonnait à l'eau ses propriétés dynamiques, donc dites vitales ou de structure, eh bien, ça crée au niveau de l'eau et des minéraux qu'elle contient, ça crée une dynamique particulière qui évitait que le calcaire se forme et s'incruste, se dépose. Et donc, cette forme de calcaire incrusté qui se dépose, on appelle ça de la calcite. Et il se trouve que quand l'eau est remise en mouvement avec cette dynamique vitale, eh bien, au lieu de se déposer, on a une formation qui s'appelle de l'aragonite, qui est toujours du calcium, mais qui est une formation moins incrustante. C'est-à-dire qu'au lieu de se déposer, de s'accrocher, elle va rester en suspension dans l'eau, elle va très peu se déposer. Alors bien sûr, on voit encore des traces blanches, sauf que ces traces, on les enlève beaucoup plus facilement. Et du coup, on n'a plus l'ensemble des problèmes qui sont liés au calcaire. Et on a toujours la présence de cet élément minéral dans l'eau, ce qui, à mon sens, est intéressant, et je dirais même important quelque part. Et ça, c'est une thématique aussi très importante, les minéraux contenus dans l'eau et leur assimilation par l'organisme. C'est une thématique qui est souvent incomprise ou comprise à défaut par des informations qui ont été transmises sur le sujet qui étaient incomplètes, comme par rapport aux travaux de Louis-Claude Vincent, très connu, hein, sur lequel j'ai fait mon premier film aussi, qui avait en fait analysé à peu près 1 millier de personnes entre la qualité de l'eau qu'ils buvaient et leur état de santé. Il s'était aperçu que plus les personnes consommaient des eaux faiblement minéralisées, meilleure était leur santé. Et il avait observé aussi dans certaines zones où des personnes consommaient des eaux très calcaires, qu'ils avaient la présence de calcaire à certains endroits de l'organisme, autour du cœur ou autre, qui était plus importante. Et donc, il en a déduit naturellement qu'il fallait mieux consommer des eaux faiblement minéralisées. Donc, moins il y avait de minéraux dans l'eau, mieux c'était. Sauf ce qu'il avait oublié ou une des connaissances en fait qu'il n'avait pas particulièrement à l'époque, bien que c'était à peu près dans les mêmes époques que Marcel Violet, et s'ils se sont pas rencontrés, en tout cas ils ont eu des échanges, puisque a priori Louis-Claude Vincent avait testé avec son bioélectronimètre l'eau vitalisée, dynamisée, biodynamisée comme l'appelait Marcel Violet, de son système, sans pour autant pouvoir déceler, Louis-Claude Vincent, avec son bioélectronimètre, les paramètres qui faisaient que cette eau était dite dynamisée, qu'elle avait une activité particulière. Et donc, Louis-Claude Vincent ne maîtrisait pas forcément tout ça, mais il y a en fait une différence importante entre une eau qui est vitalisée et qui contient des minéraux qui sont donc dans une forme, quand ils sont pris à la source, par exemple, ça on le sait au niveau de la science, ces minéraux sont dits natifs, donc ils ont une activité particulière que l'organisme peut assimiler facilement. C'est également pour ça que je prends l'exemple de Châtel-Guyon, souvent, où j'ai donné beaucoup de conférences, où les personnes se rendent pour faire des cures de boissons. Châtel-Guyon, c'est la ville où on a l'eau la plus minéralisée d'Europe. On est entre 7000 et 8000 mg par litre. Donc, c'est même pas ce qu'on trouve. Par exemple, l'eau la plus minéralisée en bouteille, c'est la Saint-Yor. On est à 5000 mg par litre. À Châtel-Guyon, on est entre 7 et 8000. Donc, c'est très fortement minéralisé. Et les gens boivent matin, midi et soir cette eau-là, et on trouve des bénéfices. Je peux vous dire que j'ai rencontré des gens, au fur et à mesure des années, qui venaient là depuis 25 ans, et ne venaient pas pour se faire plaisir, pour faire une cure, parce que au-delà du fait que ça fait du bien, ça sollicite quand même beaucoup l'organisme, donc c'est quand même fatigant, mais ils revenaient parce que ils s'apercevaient qu'ils passaient mieux l'hiver, ils avaient moins de pathologies, ils étaient moins sujets à des maladies diverses et variées. Alors à Châtel-Guyon, en l'occurrence, on y va plutôt pour la sphère intestinale et tous les problèmes gastriques et autres, mais on consomme ces eaux très fortement minéralisées à la source. Et toute la nuance, en fait, elle est là, c'est qu'on prend l'eau à la source et qu'à la source, l'eau
et les minéraux qu'elle contient ont une activité particulière qui les rend facilement assimilables par l'organisme. Et nous, ce qu'on va faire quand on revitalise de l'eau, c'est la même chose. C'est-à-dire qu'on redonne l'eau à l'eau et aux minéraux qu'elle contient, cette activité particulière qui fait que les minéraux sont plus facilement assimilables par l'organisme. Et ça, on le voit, je dirais que le calcaire, ou ce qu'on observe sur le fait que le calcaire ne s'incruste plus, c'est une réalité physique et chimique du fait qu'on a une transformation de l'eau, mais aussi des minéraux qu'elle contient. S'il n'y avait pas d'action, je dirais, de la vitalisation, on n'aurait aucune transformation de cette structure minérale qu'est le calcium et qu'est le calcaire. Or, on le voit, puisque ça perd ses propriétés incrustantes. Et c'est d'ailleurs l'aragonite est par ailleurs utilisé dans certains compléments alimentaires, justement pour complémenter l'organisme au niveau des os. Cette forme-là du calcaire particulier qu'on appelle l'aragonite. Donc, et parce qu'il est plus assimilable par l'organisme que le calcium lui-même. Hein, c'est sûr, le morceau de métal, on va avoir du mal à le manger et à l'assimiler. Alors que l'aragonite, oui. Eh bien, c'est ce qui se produit quand on revitalise de l'eau. Et ça, c'est souvent quelque chose qui reste encore incompris ou mal compris, que le minéral n'est pas un caillou quand il est présent dans l'eau et que l'eau est vitalisée. Et donc, souvent, un des biais qui derrière se produit par rapport à ça, c'est que on va chercher à retirer dans l'eau tout ce qu'il y a, y compris les minéraux. Et c'est ça, c'est ce qui est fait avec les osmoseurs, avec l'idée principale d'enlever effectivement, en plus des éléments chimiques indésirables de synthèse, d'enlever aussi ces éléments minéraux. Alors qu'il suffit de revitaliser l'eau et c'est tout à fait favorable et intéressant pour l'organisme. Et j'ajouterais même une chose, c'est que sur l'eau du réseau, on n'a jamais des teneurs minérales très élevées. C'est-à-dire que sur l'eau du réseau, même une eau très calcaire, quand on arrive à 300 ou 400 mg par litre, voire 500 mg par litre, c'est déjà qu'on est sur une eau très dure, donc très chargée en calcium. Donc, ce ne sont pas des seuils qui sont très élevés. Hein. Si on prend des eaux minérales embouteillées, très fréquemment sur des eaux un peu gustativement un peu fortes, on est à plus de 1000, 2000, 3000 mg par litre. Donc, sur l'eau du réseau et sur des eaux normales, on n'est jamais, c'est jamais très fortement minéralisé. Donc, il n'y a pas de véritable nécessité à retirer ces éléments minéraux contenus dans l'eau. Et je dirais la chance qu'on a, c'est que le charbon, étant un matériau organique, va capter la chimie de synthèse, donc ce que j'expliquais tout à l'heure, par attraction, par adsorption, et tout en laissant passer les éléments minéraux qui sont de même nature de charge, de charge positive, négative. Donc les éléments minéraux, en fait, comme ils ont des charges identiques, ils sont repoussés. Et donc naturellement, en fait, le charbon permet ça, de conserver les éléments minéraux organiques et de capter la synthèse et avec suffisamment de performance. Donc, il n'y a pas nécessité d'aller chercher plus que ça. Parce que cela dit au passage aussi, évidemment, hein, c'est une logique, c'est que si je veux aller jusque essayer de retirer tout ce qu'il y a dans l'eau, il va falloir que je fasse un bond au niveau de la technologie, au niveau de la performance, ce qu'on a avec l'osmose inverse, mais qui amène d'autres inconvénients. C'est-à-dire que il me faut des membranes extrêmement fines. Ces membranes étant très fines, elles sont très fragiles. Donc, il faut que je les protège déjà avec des cartouches charbon pour capter le chlore, etc. Il va falloir que je nettoie beaucoup ces membranes parce qu'elles se chargent d'un ensemble de particules. Donc, par exemple, l'osmose inverse, pour 1 litre d'eau qui est bu, on va avoir en moyenne 6 litres d'eau qui servent à nettoyer les membranes et une eau qui est rejetée. Donc ça aussi, on peut se poser la question de la validité de ça écologiquement et économiquement parlant. Donc la surévaluation de performance entraîne aussi également une surévaluation de surconsommation et d'entretien, etc. Donc il faut bien comprendre cette thématique du minéral et de l'assimilation par l'organisme parce qu'elle est fondamentalement importante. Et la question à se poser pour comprendre ça, c'est qu'est-ce que c'est que le minéral? Si je ne me suis pas posé la question de savoir véritablement ce qu'est le minéral, jamais je comprendrai ce que je viens d'expliquer. C'est-à-dire que le minéral, on considère que c'est un caillou, que c'est matériel, que c'est physique, mais en fait, c'est une charge électrique, le minéral. C'est chargé positivement, négativement. Voilà.
Et c'est ce qui aussi permet de comprendre que si j'agis sur la dynamique de l'eau, qui a une action sur les échanges et donc sur ces dynamiques également de charge qui sont au niveau de l'eau, hein, puisque rappelons-le quand même, l'eau c'est H2O, hein, c'est de l'oxygène et de l'hydrogène chargés positivement pour un, négativement pour l'autre. Donc qu'est-ce qui fait que la molécule d'eau, elle se tient et qu'elle peut exister à l'état liquide avec tout ce qu'il y a dedans en termes de minéraux? C'est parce qu'il y a des charges et qu'il y a des échanges et qu'il y a un équilibre de charge électrique, plus et moins. Voilà. Et le minéral, c'est ça. Et c'est important de comprendre ça pour comprendre que le minéral, c'est pas un caillou et qui peut être assimilé par l'organisme dans des cas, avec des caractéristiques ou dans des cas particuliers qui sont ces caractéristiques de l'activité qu'on appelle dynamisation, structuration, vitalisation de l'eau. Très bien. Alors, on a quelques questions, Loïc, mais j'en ai raté plein parce que ça, ça avance. Donc, j'y reviendrai tout à l'heure. Donc, merci hein, pour toutes ces informations. Est-ce que tout le monde peut faire ton métier? Ben, alors, au niveau d'Amilo, de l'entreprise Amilo, évidemment, moi, j'ai passé dans mon parcours beaucoup de temps à transmettre et j'ai fait des centaines de conférences et aussi, bah, c'est le fruit de ces conférences, de ces échanges, des questions qui ont été posées, de la recherche qui me permettent aujourd'hui de transmettre ça et d'en avoir une certaine compréhension parce que je me suis posé des questions profonde et véritablement sur la nature de l'eau, des éléments et voilà, et pour comprendre ce que c'était. Donc ça demande un véritable cheminement, un véritable questionnement. Mais après, au-delà de ça, il est quand même aussi assez simple de pouvoir transmettre de l'information, ne serait-ce que sur la capacité de l'eau à régénérer un organisme, sur les caractéristiques existantes au niveau vital de l'eau, au niveau énergétique. Et ça, c'est somme toute pas très compliqué quand on a des supports et un peu d'informations. Et puis après, le reste s'acquiert au fur et à mesure du temps. Et c'est pour ça que au sein de l'entreprise Amilo, eh bien, il y a des partenaires comme toi et comme d'autres qui participent à cette aventure de diffuser ce message de l'eau, diffuser ces informations et expliquer aux gens qu'il est facile, accessible d'améliorer la qualité de l'eau chez soi et donc ça, c'est tout à fait envisageable pour tout un chacun de créer une activité indépendante, complémentaire ou entière, puisqu'il y a aussi des partenaires dans l'entreprise qui ne font que ça et qui en vivent, voilà, qui en vivent bien même. Donc c'est effectivement, c'est tout à fait possible. Et puis au fur et à mesure du temps, d'être amené à partager, à transmettre, à faire des conférences, c'est tout à fait possible. Ceux qui sentent ça en eux, je ne peux qu'avoir cette invitation de leur transmettre et de leur dire faites-le parce que nous avons encore grandement besoin que cette information soit retransmise à de nombreuses personnes. Parce que quand je fais des conférences et que je, je demande, je fais un sondage au début des conférences, quelles sont les personnes qui boivent de l'eau en bouteille, quelles sont les personnes qui boivent de l'eau du réseau. En général, c'est à peu près 50-50 eau du réseau embouteillée. Ça veut dire que à l'heure actuelle, c'est une moyenne, hein, y a peut-être à peu près la moitié de la population qui boit encore de l'eau en bouteille en France. Enfin, c'est juste, pour moi, c'est juste aberrant. C'est, Mm. quand on sait qu'on peut filtrer de l'eau chez soi, que ça coûte moins cher et que c'est plus performant et qu'on a une eau de meilleure qualité, mais pourquoi continuer à boire de l'eau en bouteille? Je veux dire, mais c'est simplement parce que les personnes, souvent, n'ont pas pris conscience et n'ont pas suffisamment accès à ces informations-là. Donc, plus il y aura de monde pour diffuser cette information-là, et mieux ce sera pour tout le monde, évidemment. C'est sûr. Sans compter l'impact écologique qu'a le plastique sur Tout justement à fait. notre jolie terre. Alors, donc Camilo, effectivement, tu en parlais, c'est une belle réussite. Je crois que tu arrives à 180 conseillers, me disait Annick tout à l'heure. Donc, On a c'est quand même une dépassé très les belle 200 réussite. maintenant, d'ailleurs. Dépasser les 200. Donc, c'est très, très bien. Alors, imagine-toi dans 30 ans, en tant que vieux monsieur, j'allais dire vieille dame, vieux monsieur, pardonne-moi, c'est tes cheveux. Donc, et tu te retournes sur ta vie. Tu te dis quoi par rapport à ton passage sur Terre? Je me dis avec bienveillance et amour pour moi-même, finalement, ça va. J'aurais apporté ma goutte d'eau dans l'océan et cette goutte d'eau aura contribué à ce que une multitude d'êtres ont eu
ont encore et auront une vie meilleure. Et quoi de plus intéressant au final que de pouvoir contribuer, dans la compréhension que nous sommes tous liés et unifiés à ce que, mon semblable aille mieux. Ça ne sera qu'une possibilité que j'aille, encore un petit peu mieux moi aussi. Donc je vois pas d'autre, réalité en fait à l'incarnation, terrestre que de contribuer à ce que, ben, tout un chacun puisse se porter mieux et qu'il y ait plus d'échanges, de partage, de joie, puisqu'au fond, la vie est une danse. Et donc, voilà, en me retournant, je pense que je dirais, j'ai apprécié la danse. Cette danse m'a apporté beaucoup de joie. Effectivement, c'est ce que je constate dans mon activité et surtout avec les gens avec qui j'ai la chance d'échanger, tous ces partenaires qui sont dans cet état d'esprit de favoriser un monde meilleur pour leurs semblables. C'est extraordinairement vivant, vitalisant et plaisant de pouvoir évoluer dans un environnement comme celui-là. Et c'est ce que je souhaite à tout un chacun, de pouvoir faire que sa vie a du sens, et pour lui-même et pour les autres, et que ça contribue à un mieux-être dans l'ensemble. Donc, ouais. Très bien. Et qu'est-ce que tu fais chaque jour pour te renouveler, en fait, pour évoluer chaque jour, pour avancer chaque jour? Et ben, je commence en me levant le matin par pratiquer la méditation tous les matins, Mhm. et à me reconnecter consciemment à la planète, au soleil, au centre de notre galaxie, et à toucher chaque jour cette extraordinaire réalité qui est l'incarnation terrestre, avec cette conscience que nous sommes des êtres unifiés à tout ce qui est. Et rien que ça me rend déjà joyeux, et ça m'apporte énormément de gratitude envers la vie. Et puis après, le reste, en fait, ça en découle et ça se déroule tout seul. Euh, et voilà. C'est Ok, très bien. Et quelle technique utilises-tu, Loïc, pour rester dans cette humilité? Ben, le simple fait de comprendre que la vie est un cheminement, et que je suis passé par des étapes aussi de remous et de tumulte, et je ne peux que comprendre qu'il y a des phases dans la vie pour les êtres qui sont celles-là. Et donc, j'ai eu aussi la chance de toucher à travers la méditation la souffrance profonde, et de me questionner sur la nature de la souffrance, et de m'apercevoir aussi qu'elle était illusoire, et que pourtant elle était réelle et très réelle pour nombre de personnes. Et quand on la vit, quand on la subit, la souffrance est réelle, est une réalité implacable, et pourtant c'est une illusion profonde aussi. Et donc après, c'est la compassion qui arrive. Et des fois, le cheminement n'est pas évident, mais ça fait partie d'une expérimentation. Et quand on regarde et qu'on accompagne les êtres avec compassion, ben voilà, ça permet d'être plus humble dans la relation qu'on a avec eux, parce que voilà, il n'y a pas de quoi en faire plus que ça. Nous sommes aussi tous des humains, et quelque part identiques, hein, à un certain niveau. Donc, Mhm. il n'y a Quel pas beau de, pour point de moi, vue. il y a pas de titre, de diplôme, voilà, qui ait une valeur véritable, en tout cas plus importante que ce qui fait que nous sommes tous des êtres lumineux. Et, voilà, et que cette source, elle est la même pour tout le monde. Donc, Et quelles sont tes valeurs non négociables? mes valeurs non négociables. Bah, dans la réalité tridimensionnelle dans laquelle nous vivons, donc matérielle et donc duel, heu tout est négociable, parce que c'est un monde duel. Après, sorti de la dualité, dans l'unité, en fait, il y a rien de négociable. L'unité, c'est juste un, donc c'est pas deux, donc il y a rien à négocier puisqu'il y a pas de il y a même pas de cette notion ne peut pas exister. Et donc voilà, après je ne mets pas d'absolu dans le duel, parce que l'absolu est tout ce qui est. Tout est absolu quelque part. Donc je
négociable, pour moi, ça dépend des cas, ça dépend des personnes, ça dépend des circonstances. Ce qui est dit un jour peut aussi, évoluer le lendemain parce que les circonstances font qu'il y a la nécessité que ça évolue ou que pour une autre personne, ça soit dit, compris, véhiculé autrement. Heu Quand je fais des conférences, aussi, des fois, des personnes me disent: «Beh, tu as pas marre de raconter cette même information, que tu as déjà exposée, des centaines de fois et qui est la même, à un moment donné?» C'est sûr qu'il y a des informations identiques qui reviennent toujours, mais non, parce que je vais m'adresser à d'autres personnes, donc ce que je vais dire, ça va être différent et donc négociable, c'est pour moi, enfin oui, tout change tout le temps, tout est impermanent, donc bon, je sais pas qu'est-ce que tu mets derrière le terme négociable, mais ouais, c'est un autre sujet aussi quelque part philosophique à un certain niveau, mais Voilà, tes valeurs réelles que tu ne changerais pour rien au monde, dont tu es très fier. C'est ça, non négociable. ouais, c'est toujours un peu, relatif. Je vais Mmh. prendre un exemple, un moment de mon parcours, je me référais à la nature comme étant, mon point de compréhension et ma valeur ma valeur éthique, on va dire, la nature. Et un jour, je me suis rendu compte que la nature elle-même était une illusion. C'est-à-dire que la nature est aussi matérielle et que, c'est pas une fin en soi. Il y a peut-être des valeurs qui sont, pour le coup, si je parle de l'amour inconditionnel ou de la paix absolue, ou de la joie infinie ou sans forme, là, effectivement, ce sont des valeurs, on pourrait dire qui sont non négociables. C'est-à-dire qu'il y a pas de je transige pas avec, je transige pas ou je négocie pas la réalité que, l'humain et tout ce qui existe est en fait une étincelle de lumière, divine et c'est tout. Ça, c'est pas négociable ça, par contre, par exemple. Voilà. Très bien. Et pour finir, Loïc, quel est ton premier geste du matin? Mon 1er geste, ben, je crois que mon premier geste, alors évidemment, je c'est boire de l'eau, hein, ça c'est Voilà, c'est ce que c'est j'attendais, bien sûr. c'est effectivement, hein, c'est la première action, voilà, et salvatrice, nettoyante, régénérante, voilà, unifiante et avant la pratique de même avant la pratique de la méditation, c'est vrai, mais ouais. Tu hydrates ton corps. Très bien, je te remercie beaucoup Loïc, pour, cette soirée que tu nous as accordée. Je vais, reprendre les questions, hein, que j'ai ratées, te les poser et puis, je pense que tout le monde sera OK. heureux de cette soirée-là. Voilà, j'ai Daniel qui met bien toujours en Charente, au bord de l'eau, en retraite et toujours un peu actif. Alors, je n'entends plus rien. Alors, OK. Bonsoir. Alors, quelques questions. OK. Aurait- oui, OK. Alors, on l'a vu, c'est là. Quid de l'eau distillée? Merci. Alors l'eau distillée, quand on parle d'eau osmosée, on est assez proche, hein, de l'eau distillée. L'eau distillée, donc on va utiliser un système qui va faire évaporer de l'eau et puis évidemment ce qui va être évaporé, bah, c'est de la vapeur d'eau dans laquelle il ne reste pour ainsi dire plus rien, hormis peut-être quelques molécules de synthèse qui peuvent être volatiles et se retrouver dedans. C'est souvent pour ça que dans les distillateurs, on a aussi des filtres au charbon pour capter ces molécules volatiles, éventuellement. Et puis après, au final, il reste plus que H2O, entre guillemets, sans quoi que ce soit d'autre. Alors, hem, c'est souvent une approche qui est véhiculée aussi dans les milieux, hygiénistes, donc naturopathiques, mais dans la branche, hygiéniste, où l'idée principale est que l'eau est là pour nettoyer et qu'elle n'est pas là pour apporter quelque chose, elle est là pour emporter uniquement. Mhm. Mais ça, encore une fois, c'est une vision, incomplète de l'eau, c'est-à-dire que l'eau, elle est là pour nettoyer, ça c'est vrai, c'est un de ces aspects. Elle est là également pour apporter en termes de structure, donc là, je parle plutôt de l'aspect énergétique vibratoire,
hein, si je parle de l'eau, même si les éléments minéraux peuvent rentrer dans cette case-là aussi, c'est-à-dire que le minéral a une action dans les interactions qui peut permettre au sein de l'organisme, hein. Et, et sa troisième fonction, justement, c'est l'interaction, c'est d'interagir. Donc, exporter, apporter, interagir et exporter, hein, dans l'ordre, hein. Et donc, ce n'est pas juste de nettoyer. Et donc, souvent, cette idée de la consommation d'eau osmosée ou distillée, c'est de dire on nettoie, on nettoie. Alors, c'est vrai que euh, plus une eau va être pure, entre guillemets, de ses charges, et plus elle va remplir sa fonction de nettoyage. Mais ce n'est pas totalement vrai non plus. C'est-à-dire que si je distille de l'eau, par exemple, avec un distillateur électrique, et que je ne la revitalise pas derrière, donc quelque part elle est déstructurée parce qu'elle n'a plus de forme liée à l'information minérale, et qu'en plus de ça, elle est parasitée par les fréquences vibratoires de l'électricité qui sont pas forcément, qui sont déjà par nature, qui ne sont pas favorables énergétiquement, mais qui en plus de ça peuvent être parasitées par l'environnement électromagnétique ambiant. Au final, mon eau distillée, elle ne va pas du tout remplir sa fonction de nettoyage. Il y aura peut-être une action chimique quand même présente, mais je veux dire, ce qui fait que l'eau remplit vraiment sa fonction d'exportation, c'est qu'elle a pu avoir des échanges au niveau des cellules pour capter les déchets, pour rentrer à l'intérieur. Donc si elle est complètement désorganisée, déstructurée, et qu'elle n'a pas cette structure vibratoire, cette cohérence, cette structuration, cette vitalité, ben, elle ne va pas véritablement remplir cette fonction d'échange et donc d'exportation. Donc, distiller de l'eau, pourquoi pas, et pourquoi pas en faire l'expérience sous forme de cure pendant un cycle biologique de 21 jours, en la vitalisant, pour constater éventuellement des effets amplifiés de cette capacité de l'eau à nettoyer. Mais boire de l'eau distillée sur des longues périodes et sans la revitaliser, pour moi, c'est une méconnaissance de ce que c'est que l'eau et de son rôle au sein de l'organisme. Et au-delà de ça, on peut aussi souligner l'aspect peu pratique de la distillation, parce qu'il faut quand même un certain temps, d'une heure, 2 heures, 3 heures, pour distiller 1, 2, 3 litres d'eau. Donc, c'est quand même assez contraignant, et ça demande de l'électricité. Et donc, si je veux boire, préparer la cuisine, laver les légumes, etc., tout de suite, je vais quand même être très limité par l'aspect pratique de la distillation. Donc, pourquoi pas, mais à réserver, plutôt dans un cadre de cure et en revitalisant cette eau distillée. Là, j'ai dit d'accord, oui, OK. Ok, merci. Alors, quel est le taux vibratoire de l'eau à la sortie du système complet? Ah oui, tu m'avais posé cette Oui, question-là. tout à Alors, c'est cette question du taux vibratoire, elle est, il faut la prendre déjà dans la compréhension de quoi est-ce que je parle quand je parle de taux vibratoire. Et donc déjà, rien que cette question-là, elle demanderait d'être explorée pour comprendre ce que c'est que le taux vibratoire, si j'utilise l'échelle de Bovis, par exemple, des radiesthésistes, ou si j'utilise une autre échelle parce qu'il y en a plein d'autres, ou si je me réfère simplement à ma propre échelle intérieure par rapport aux expérimentations que j'ai faites par ailleurs. Donc rien que déjà là, en termes de taux vibratoire, on a une multiplicité de types de mesures possibles et donc de résultats possibles. Donc, ce que je peux dire par rapport à ça, c'est que le système, il a été au départ, évidemment, je l'ai fait tester par école de radiesthésie, différentes sortes de radiesthésistes, des bioénergéticiens, différentes personnes sensibles, sensibles aussi particulièrement au niveau de l'eau, ou qui avaient une certaine forme de clairvoyance. Je l'ai testé moi-même, à commencer par là aussi. Et puis, au-delà de ça, il y a la manière dont est conçu le système, quels sont les éléments qui le constituent. C'est souvent, et c'est comme ça que ça fonctionne, c'est derrière, c'est ça qui va donner les caractéristiques de l'eau, parce que l'eau n'est qu'un élément qui va capter le milieu environnant dans lequel elle baigne, ou ce à quoi elle a été soumise. Donc, ce sont les éléments de vitalisation qui génèrent, qui développent une énergie particulière que l'eau va capter. Alors après, il faut voir aussi que dans les… Donc, juste pour dire, hein, j'ai eu différentes sortes de retours de ces radiesthésistes, bioénergéticiens qui étaient favorables, qui ont même trouvé pour certains des qualités vraiment très importantes, qui
pour certaines mesures. Je ne suis pas rentré dans les détails parce qu'il y en a quand même eu pas mal. Et puis c'est vrai que c'est un peu chacun sa grille ou sa compréhension. Mais voilà, en tout cas, un niveau vibratoire qui évidemment est favorable au vivant, qui évidemment permet cette action sur la biologie et qui aussi agit sur d'autres niveaux plus subtils. Et ça, j'ai envie de dire, c'est unanimement reconnu par ceux qui ont fait des mesures dessus. Après, on peut difficilement donc donner un taux ou une mesure parce que ça fluctue, on l'a compris, par l'échelle, par celui qui fait la mesure, mais ça peut fluctuer aussi en fonction de l'environnement dans lequel on se trouve ou dans lequel le système va être posé. Même si le système a un rayonnement important, si par exemple à la sortie du système, l'eau, je sais pas, entoure un compteur électrique une dizaine de mètres plus loin, c'est sûr que ça peut perturber à ce moment-là quand même les caractéristiques de l'eau, même si elle a une forte intensité vibratoire. Mais en tout cas, dans des conditions normales d'utilisation, ce qui représente la quasi-totalité des cas et des installations, du point de départ du système jusqu'au robinet, on a une très bonne qualité vibratoire de l'eau qui peut encore être un petit peu augmentée, améliorée. C'est pour ça qu'on a aussi une gamme de produits vitalisants comme des plateaux en céramique active ou des pichets, etc., sur lesquels on peut venir poser une bouteille d'eau ou régénérer des aliments d'ailleurs, qui permettent d'avoir toujours à disposition dans une cuisine, même si j'ai tiré l'eau au robinet 3 heures avant, un niveau vibratoire très satisfaisant et très élevé, largement suffisant pour l'organisme au quotidien. Très bien, merci. Une émission télévisée expliquait que des contrôles sur certaines marques de bouteilles en plastique contenaient aussi des résidus de médicaments. Ça me semble logique. Oui, La bouteille est faite avec l'eau. c'était l'étude faite par 60 millions de consommateurs qui a porté sur 83 molécules chimiques, 85 molécules chimiques recherchées dans 37 sources. Et donc, ils ont effectivement relevé la présence, dans certains cas, de pesticides, de résidus médicamenteux, sans parler du fait quand même qu'il y a aussi tout ce qu'on appelle les invisibles, les microplastiques, qu'on retrouve présents partout dans l'eau du robinet. Il y a une étude qui a montré que 72% des eaux en Europe, toutes eaux confondues, étaient contaminées, polluées par ces microplastiques et qu'on en ingérait l'équivalent du poids d'une carte de crédit toutes les semaines, ce qui est quand même énorme. C'est Il énorme. Tu as tout à fait faut raison. que l'organisme soit bien constitué pour pouvoir évacuer tout ça quand même, hein. C'est clair. Alors, l'origine de ton charbon, Loïc. C'est du charbon de noix de coco parce que en fait, la noix de coco et donc le bois ou la noix a cette caractéristique. D'ailleurs, on le voit assez bien quand on découpe un pied de palmier ou une noix de coco même qui a plein de petites aspérités. Et donc, c'est ce support végétal qui a la plus grande capacité de rétention, en fait. Alors, ça, c'est toujours étonnant, mais si on prend l'équivalent d'une bille de granule hein, d'homéopathie qui fait à peu près 1 gramme, et donc si c'était un granule de charbon, eh bien, si on regardait tout ce qu'on appelle les surfaces spécifiques, donc l'ensemble de ces micros, de ces nanotubes qui sont à l'intérieur et qu'on les déployait, eh bien, ça représenterait en surface l'équivalent d'un demi-terrain de football en surface à plat. Donc, c'est vraiment très, très important, en fait, la capacité de rétention du charbon de coco. Et donc, c'est ce qu'il y a dans les cartouches. Ok. Alors, il y a Marc qui demande comment peut-on prendre contact directement avec vous? Alors, en général, on prend contact avec Amilo via un des partenaires du réseau Amilo. Donc, la première personne à recontacter, c'est la personne qui vous a transmis le lien de cette visioconférence. Moi, je n'ai pas d'interaction ou peu avec les personnes, parce que voilà, j'ai suffisamment d'interaction avec mes partenaires et donc je ne suis qu'un humain aussi, qui a un temps et une disponibilité limitée. Donc voilà. Après, il y a le site Amilo sur lequel il y a un onglet contact, mais voilà, les contacts sont redirigés vers les partenaires du réseau, sauf demande spécifique évidemment qui serait en relation avec
une organisation de conférences ou d'événements particuliers ou voilà, d'émissions ou éventuellement de développement, de recherche autour de l'eau ou de systèmes. Voilà. Mais, Ok, très bien. Alors, il y a Nadine qui dit Hello osmosé, mais tu en as parlé tout à l'heure, donc tu oui. as déjà répondu à la question. Alors, mais aussi de vous hydrater, tu inverses un ion pour obtenir ton aragonite. Hydraté LGA, tu inverses un ion pour obtenir ton aragonite. Voilà. Quelle est la question? J'ai pas compris. Alors, mais aussi de vous hydrater LGA, tu inverses un ion pour obtenir ton aragonite. Est-ce que tu inverses un ion? Est-ce que j'inverse un ion pour obtenir... Un ion, ION. Là, j'avoue que je suis pas sûr de comprendre bien la question, mais en tout cas, quand on parle d'ion, on parle effectivement des charges, des charges du minéral. Et effectivement, ce qui fait qu'on a une modification de la calcite en aragonite, c'est qu'on a modifié des équilibres, on peut dire électriques ou électrostatiques, mais en tout cas, on a modifié les équilibres des charges et le positionnement des électrons, très certainement. C'est ce qui n'est pas encore, on peut dire, véritablement ni observé, peut-être ni compris par la science par rapport au minéral. C'est que il y a toujours un noyau et puis des électrons qui gravitent autour, et donc des charges de différentes formes, etc. Et très certainement que quand on vitalise de l'eau, on a une action sur la capacité d'interaction des molécules d'eau les unes entre les autres. Et donc, il y a aussi des phénomènes de résonance, de vibration qui, à ce moment-là, arrivent et sont modifiés et qui ont une action sur ces charges minérales qui elles-mêmes, donc, du coup, vont prendre des états particuliers. Et c'est ce qui fait que ça change après la caractéristique de la matière, donc de la calcite en aragonite. Mais avant toute chose, c'est la modification de ces équilibres de charge que sont l'eau et les minéraux. Oui, ça Ok, c'est sûr. merci. L'aragonite reste-t-elle sous forme aragonite lorsqu'on a besoin de chauffer l'eau du système amylo? Alors ça, c'est une bonne question. C'est une chose qu'on a observée physiquement en parlant, c'est que quand on dépasse 80 degrés, hein, entre 70 et 80 degrés et au-delà, on a une recombinaison de la calcite en aragonite de l'aragonite en calcite, pardon, progressivement. C'est-à-dire que ce qui était donc en suspension, cette aragonite, va avoir tendance à se recomposer, à se recalcifier, se redurcir quand l'eau est chauffée à plus de 70-80 degrés. Alors, ce qui n'est pas problématique pour l'eau chaude sanitaire, puisque en général, on ne dépasse jamais les 60 degrés, que ce soit dans un ballon d'eau chaude ou une chaudière, ou voilà. Ça peut être plus gênant, par exemple, quand on fait bouillir de l'eau ou dans une carafe, pas une carafe, une bouilloire électrique, bien que maintenant, il y en a qui sont réglables au niveau de la température. Mais sinon, au-delà de ça, c'est pas particulièrement gênant. Alors, on peut aussi avoir une recombinaison si, par exemple, on laisse de l'eau se déposer sur une surface, comme par exemple la douche, et qu'on l'enlève pas. Il va y avoir ces traces blanches d'aragonite qui sont présentes, qui s'enlèvent facilement au départ. Mais si on laisse ça pendant plusieurs jours, voire semaines, à un moment donné, ça finit avec l'atmosphère, l'air, l'environnement à se recalcifier progressivement aussi. Donc, par rapport à la question du calcaire particulièrement, ça demande quand même un petit peu d'entretien, hein, de quotidien, je dirais, mais qui est pas long ni contraignant si c'est fait au fur et à mesure, voilà, mais qui peut le devenir si on ne fait pas ce minimum-là. De toute façon, il faut bien comprendre une chose, hein, c'est qu'il n'y a pas de solution miracle pour le calcaire. Voilà. Une fois qu'on a compris ça, c'est beaucoup plus facile de trouver ce qui nous correspond. Il n'y a pas de solution miracle. C'est-à-dire que même l'adoucisseur qui est souvent prôné dans les milieux plus techniques où on ne s'intéresse pas tellement à la qualité de l'eau, l'adoucisseur n'est pas une solution miracle non plus, pour toutes les raisons que j'ai exposées tout à l'heure, mais aussi parce que ça laisse aussi des traces. Si on a une eau qui est très dure et un adoucisseur qui est selon comment il est réglé, on va encore avoir des traces blanches aussi. Si on veut plus aucune trace blanche, plus avoir de nettoyage à faire sur son marbre noir de cuisine, ça veut dire qu'il faudra avoir un adoucisseur
qui soit réglé avec beaucoup de nettoyage à contre-courant pour éviter que la résine soit chargée et donc qu'elle ne remplisse plus sa fonction, ce qui voudrait dire une consommation importante d'eau, de sel, enfin, je veux dire, voilà, et donc d'autres inconvénients. Donc, à un moment donné, il faut aussi, voilà, se dire: «Bon, OK, peut-être qu'il va falloir que je passe un peu l'éponge ou le chiffon, au quotidien». Mais voilà, le fait de faire cette action-là et avec un système, comme le nôtre qui transforme la calcite en aragonite, ben, par ailleurs, j'ai une bonne qualité d'eau. Par ailleurs, je ne suis pas soumis à la résine, au sel, à la surconsommation d'eau. Donc il y a quand même beaucoup d'avantages. Mais dans tous les cas, il y a pas de solution idéale, parfaite. Il y en a pas. Techniquement, il y en a pas. Donc il y a toujours des contraintes. Donc après, à chacun de voir, quelles contraintes il accepte et ce sur quoi il est prêt à se contraindre sur un peu de nettoyage, par exemple, pour, au final, avoir une bonne qualité d'eau. Merci. Alors, Bernadette, ayant raté le début, j'espère revoir le replay. Donc, Oui, il n'y a pas de souci, hein, c'est enregistré. Christelle, j'aimerais bien recevoir une conférence autour de la dynamique tourbillonnaire et des différentes strates. C'est envisageable, s'il vous plaît, Loïc. Je sens bien que vous incarnez la vie, donc à la bonne place pour en parler. Donc, je suppose que c'est envisageable, bien sûr. d'avoir pardon, j'ai pas suivi. D'avoir une conférence sur la dynamique tourbillonnaire et les Ah! différentes strates. Et Les ensuite différentes les strates. différentes strates. Oui. Oui, j'avais fait une visioconférence qui est accessible sur les 4 éléments et sur la vitalisation de l'eau. Mais en tout cas, ce serait possible de faire une visioconférence, plus spécifique sur le vortex, la dynamique tourbillonnaire et les différents niveaux sur lesquels on peut agir, et ou comment on peut agir sur ces différents niveaux vibratoires, de l'eau. C'est envisageable, voilà, il faut en faire la demande, au partenaire, qui est en relation, que cette dame fasse la demande au partenaire qui me fera remonter ça et puis on tâchera de caler, une date. Et Ok. j'en profite d'ailleurs pour dire qu'il y aura je vais faire à nouveau une interview, sur, la chaîne, de DS Studio, donc en ligne, sur YouTube, le 8 décembre à 20h30. Donc l'information sera transmise évidemment du lien, mais c'est la chaîne, DS Studio. DS Studio. Voilà, Très des bien. studios en fait. Nous y serons. Notre pH est amélioré après ce système de filtration. Notre pH acido-basique. Alors, la question du pH est une question intéressante et qui a été explorée également par, Louis-Claude Vincent avec son bioélectronimètre qui mesurait donc, je le rappelle, les paramètres de la bioélectronique. On a le pH, le RH2, c'est-à-dire le paramètre de l'oxydoréduction et la résistivité qui est en lien avec la teneur minérale de l'eau. Et donc le pH a été exploré par Louis-Claude Vincent, mais aussi, et je dirais surtout, par Jeanne Rousseau, qui a travaillé énormément avec Louis-Claude Vincent et qui a fait beaucoup d'analyses de l'eau, de sources, de mer, de pluie, etc., avec cet outil-là, et aussi le liquide organique, et qui s'était aperçu, mais également aussi de terrain, carrément, pour l'agriculture, et qui s'était aperçu que déjà, il y avait des fluctuations du pH, des liquides organiques, par exemple en fonction des phases de la Lune. Évidemment, en premier lieu, on dit par rapport à l'activité qu'on peut avoir, le stress, la malnutrition, etc., qui va avoir tendance à acidifier notre pH organique, mais il peut y avoir d'autres paramètres aussi qui jouent. Donc déjà, il faut mesurer le pH sur une période assez longue pour avoir une vision claire du pH de l'organisme. Et Jeanne Rousseau avait aussi observé que les sources dites miraculeuses ou guérisseuses étaient toutes à pH 7, ce qui est assez intéressant. Louis-Claude Vincent préconisait un pH de l'eau entre 6,8 et 7. Et en fait, on a envie de dire effectivement, idéalement, un pH de 7, c'est-à-dire à l'équilibre acido-basique. Mais en fait, au-delà de ce paramètre du pH qui est un paramètre physico-chimique, eh bien, ce qui est important de comprendre, c'est qu'encore une fois, quand j'agis sur la structure, la cohérence de l'eau, en fait, je vais agir sur des niveaux qui sont plus profonds en termes d'organisation de l'eau. Et ce sont ces niveaux-là qui priment sur l'activité que l'eau va avoir au niveau de l'organisme. Donc, c'est-à-dire que
le plus important, c'est pas le pH de l'eau, c'est-à-dire que je boive une eau à pH 6,5 ou à pH 7,5 ou 8, si elle est pas vitalisée, c'est plus important de consommer une eau vitalisée, quel que soit son pH. Parce que c'est en fait cette caractéristique de l'organisation profonde qui est liée à la cohérence de l'eau qui va avoir le plus d'impact sur l'organisme et qui va donc bien évidemment amener à rééquilibrer au sein de l'organisme ce qu'on appelle le pH dans les différents liquides organiques qu'on peut avoir dans l'organisme. Ça va amener à le rééquilibrer, mais ça va amener à le rééquilibrer non pas par le pH de l'eau, mais par la cohérence, la structure et l'organisation de l'eau. C'est ça qui a le plus d'action. Et ça, quand on boit ces eaux vitalisées ou dynamisées, on amène à l'organisme une information de rééquilibrage et qui, elle, va influer sur le pH de nos eaux organiques. Mais ce n'est pas tellement le plus important, ce n'est pas tellement le pH de l'eau qu'on boit. C'est plutôt sa cohérence au fond. Ok, très bien. Comment serait-il possible de recevoir l'enregistrement de cette conférence très intéressante? Je pense qu'ils vont recevoir un lien directement. Tout à fait. Et il sera sur ma chaîne YouTube certainement dès demain. Ok. Nadine, où peut-on trouver tous les objets? Donc là, Nadine, si c'est celle que je pense, bon, on t'enverra un lien sur la boutique, hein, notamment, hein, voilà. Voilà, il faut Après, se que rapprocher pense, toujours, comment? toujours se rapprocher de la personne qui vous a Voilà. transmis l'information. Tout à fait. Que penser d'une antenne 3, 4 ou 5G installée au-dessus d'un château d'eau? Là, c'est un débat euh, qui peut durer longtemps. Oui, bah, évidemment, hein, l'eau ayant cette particularité de s'imprégner du milieu environnant dans lequel elle se trouve, c'est sûr elle est soumise à différentes formes de vibrations électromagnétiques, dont celles des antennes, des réseaux mobiles, du Wi-Fi, également de l'électricité, etc. Et donc, ben, c'est cet ensemble de fréquences, cet électrosmog, quelle que soit sa provenance, à un moment donné, a une action sur l'eau qui va la déstructurer et qui va donc, bah, quand elle est les bulles, déstructurer également l'organisme et affaiblir enfin, la sphère énergétique de l'organisme, le système immunitaire, etc. Donc, bon, pour ça, il y a des outils, hein. Mais on a aussi une gamme, ce que je disais, vitalisante pour vitaliser l'eau, mais aussi pour vitaliser l'eau organique. Et donc, il y a des petits outils comme des petits pendentifs qui sont en céramique activée qui permettent de revitaliser l'eau de l'organisme et d'éviter d'être véritablement impacté négativement par cet ensemble de fréquences. Et ça, on le voit que ça peut solliciter beaucoup l'organisme, tous ces environnements-là surchargés. Et donc, c'est important hein, de vitaliser son eau intérieure, ça c'est sûr. Et le fait de boire une eau vitalisée bah, réélève la capacité de l'organisme à être beaucoup plus serein vis-à-vis de tout cet environnement qui sollicite l'organisme du point de vue énergétique. Ouais. Très bien. Hélène, qui nous donne un lien sur l'émission qui a été diffusée sur FR3 du poison dans vos robinets. Donc, merci Hélène. Renaud, super émission très édifiante. Je peux la voir comment le catalogue, c'est par un lien qu'on t'enverra, Nadine. Hélène, prendre conscience qu'il est important de filtrer, tout à fait, Hélène. Donc, Annick, bonjour Nadine, la personne, voilà, merci Annick. Voilà, décidément, Peut-être Nadine, t'es que une star. s'il n'y a plus trop de questions, peut-être qu'on peut clore aussi éventuellement, puisque Voilà, tout on à va fait. bientôt faire Peut-on 2 heures. filtrer de l'eau de pluie? Voilà, une question. Voilà. Comment? Peut-on filtrer l'eau de pluie? L'eau de pluie, bien sûr, on peut filtrer l'eau de pluie, on peut filtrer l'eau des puits, des sources, des forages, et on le fait déjà, en sachant qu'après, il y a certaines préconisations à faire et à prendre. Précaution, je voulais dire, à prendre quand on veut potabiliser ces eaux-là, parce qu'elles ont des caractéristiques particulières, notamment les eaux de puits et de forage. Donc souvent, on travaille déjà au départ sur des analyses pour avoir une idée approximative des paramètres principaux et on va adapter si nécessaire
des outils complémentaires. Par exemple, si dans un forage, on doit traiter beaucoup de fer et de manganèse, il va falloir un média adapté pour ça. S'il y a une surcharge en bactéries, on va aussi adapter, etc. Pour les eaux de pluie, c'est un peu différent, c'est pas forcément les mêmes problématiques, mais on peut déjà travailler en amont sur la cuve. Il faut que l'eau soit correctement préfiltrée. On va plutôt capter l'eau en surface de la cuve. On va essayer d'avoir une dynamique dans la cuve aussi pour éviter de laisser l'eau stagner. Et puis après, on peut tout à fait la potabiliser avec un système amylo. Voilà. Donc il y a quelques précautions à prendre. Ça, c'est des études spécifiques à chaque fois pour adapter le matériel si nécessaire. Ok. Il reste deux questions. La vitalité de l'eau faite avant une filtration dépasserait-elle le fait de ne plus avoir besoin de la filtrer, même pour le chlore et les médicaments, par exemple? Alors, c'est sûr que en fait, le fait de redonner à l'eau ses caractéristiques qu'on qualifie de vitales, sa cohérence et sa structure, fait que l'échange que vont avoir les molécules d'eau, hein, ou que va avoir l'eau avec ces particules, cette chimie, ces molécules de synthèse, eh bien, cet échange, ces interactions vont être différentes. Ce qui va faire que, déjà, au sein de l'organisme, ces molécules-là vont être plus facilement évacuées par l'organisme ou plus facilement assimilées ou transformées par l'organisme. Donc, quelque part, déjà, rien que le fait de vitaliser, de structurer l'eau, c'est une action très importante qui en elle-même et quasiment toute seule, répond à la problématique, y compris de pollution physico-chimique de l'eau. Après, c'est quand même vrai aussi que, si tous les jours je bois une eau qui a une forte odeur de chlore, même si elle a un très haut niveau vibratoire, qu'elle est revitalisée et que je suis conscient que, ça impacte, pas ou peu mon organisme, c'est quand même très désagréable de boire tous les jours une eau qui a du chlore et inévitablement presque, à un moment donné, il peut y avoir un refus de l'organisme à aller vers cette eau qui a cette odeur particulière. Donc, la filtration, et j'ai envie de dire, elle est quasiment indispensable aussi de ce point de vue-là, parce que c'est quand même un peu l'aspect gustatif est quand même un élément très important et d'ailleurs même prépondérant pour beaucoup de personnes, plus que l'aspect énergétique. Mais on peut difficilement dissocier l'un et l'autre. C'est vrai que c'est quand même quand l'eau est filtrée et vitalisée que là, on a la meilleure action à tous les niveaux physiques et énergétiques de l'organisme, pour l'organisme et pour la santé. Merci. Et pour finir, Loïc, est-ce que l'eau avec le système sous évier est vitalisée? Oui, tout à fait. Le sous-évier n'a pas les 4 éléments de vitalisation comme le modèle habitation qui, lui, est prévu pour vitaliser toute l'eau de la maison. Donc, il y a une action déjà quand même plus importante. Et puis, l'objectif du sous-évier, c'était quand même aussi d'avoir un outil qui soit le plus accessible possible et qui réponde en termes de qualité d'eau physico-chimique et aussi énergétique. Donc, il y a les billes en silice active qui émettent une fréquence de calcaire marin qui permettent de vitaliser l'eau qui est tout à fait suffisant pour un point d'eau et pour avoir une eau qui a ses propriétés vitales et donc cette action biologique sur l'organisme, c'est tout à fait suffisant. Après, on peut aussi le complémenter effectivement par un plateau vitalisant ou une carafe vitalisante et voilà, ou augmenter par un modèle habitation, enfin voilà. Mais en tout cas, oui, ça vitalise au niveau du sous-évier et ça remplit bien sa fonction aussi. Très bien, merci. À quand la prochaine conférence? Donc, tu l'as dit, le 8 décembre, hein, donc sur la chaîne YouTube DS, non, la chaîne Des télé studios, Internet, voilà, voilà, c'est ça. DSU. Donc, bah, merci Loïc pour cet Avec très bel plaisir. échange hein, qui était très, très intéressant. Et puis, bah, continue sur ton beau chemin. Et puis, à très Merci bientôt. à toi, Merci à Michel, toi. pour cette interview très, très bien menée. Et merci à toutes celles et tous ceux qui étaient présents ce soir, grâce à qui tout cela est possible. C'est parce que vous êtes là que nous existons aussi. Donc, un grand remerciement va bien évidemment à vous pour votre présence. Et je vous dis avec plaisir, à bientôt.